Bonjour, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci. Aujourd'hui, Canal Presse démarre avec quelques minutes d'avance. La raison est donc trouvée. La retransmission du match de championnat Elite One qui sera donc pour le compte de cette dernière journée sera donc retransmise en direct de Canal 2 International. Nous, on reste toujours sur notre débat dominical avec bien sûr au menu aujourd'hui. On va évoquer une fois de plus l'actualité au sein du SDF. Le SDF serait-il au bout de l'explosion ou alors c'est un parti qui pourrait éventuellement voler en lambeaux? On va se poser cette question en rapport des nominations survenues le 16 du mois courant du chairman Ni John Fundi qui a procédé à quelques réaménagements dans son gouvernement, ce qui n'a pas été du goût de certaines personnes qui très vite se sont réunies pour demander au chairman de rapporter cette décision. S'achemine-t-on vers une division au sein de ce plus vieux parti, l'opposition du Cameroun? On essaiera de voir, de comprendre les tenants, les aboutissants de cette affaire. Au Cameroun, la vie devient de plus en plus chère. On parle de la vie chère avec notamment cette décision du gouvernement à travers le ministre du Commerce qui décide donc de voler au secours des ménages à travers cette décision donc qui va prendre effet à partir du 27, notamment du côté de Yaoundé, où le ministère du Commerce, donc pour des besoins des matières de première nécessité, donc donne rendez-vous aux populations et aux populations environnantes de pouvoir se ravitailler, pour ce jusqu'à un délai d'un mois. Cette décision précise également pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire camerounais. Une réponse là du gouvernement camerounais à travers la vie qui devient de plus en plus chère. Est-ce suffisante pour les populations qui ne font que trinquer, qui payent la note? Madame, Monsieur, merci de rester scotché. Merci surtout, nous sommes repartis pour 90 minutes de débat avec nos différents panélistes. Juste une virgule. On se retrouve derrière pour la suite du programme. La suite du programme, c'est la présentation des différents panélistes qui nous font l'honneur. 4 au total, des hommes politiques, juristes, qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau. On va accueillir le responsable en charge de la communication de la CNPS, qui par ailleurs est un homme politique, militant chevronné, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du RDPC. Lucien Bédima, bonjour, bienvenue. Merci, Monsieur Bouba, c'est vraiment un très grand honneur. Ces salutations peuvent aller aux camarades, je pense à eux de la 5e promotion de l'Institut supérieur de management public, parce qu'on va parler de la vie chère. Il faut une analyse aujourd'hui des gens qui ont une certaine intelligence. Ces félicitations aussi vont aller, comme vous parlez de la CNPS, à une grande dame qui aujourd'hui est président du comité de projet, qui n'aime pas qu'on parle d'elle, mais qui agit avec efficacité, avec performance dans l'atteinte de nos objectifs au quotidien. Joyeux anniversaire, Madame la Présidente. Merci à vous. Avec vous, cette actualité du côté de la CNPS, on se pose la question de savoir pourquoi, comment est-ce que la CNPS sévit de part et d'autre à travers des scellés au sein des entreprises, notamment des communes également. Qu'est-ce qui peut justifier cette campagne de la CNPS? D'abord, il faut commencer par féliciter Canal 2, qui aujourd'hui a décidé de nous accompagner dans cette optique de la communication. Les missions de la CNPS sont tout à fait simples. Tous ceux qui sont régis par le Code du travail camerounais doivent être déclarés par leurs employeurs, qui doivent payer obligatoirement les cotisations. Dans les branches de prestations familiales, des risques professionnels et de la pension vieillesse, invalidité, décès. Vous conviendrez avec moi que c'est un droit humain, un droit de l'homme. Je prends un exemple. Tout à l'heure, vous venez d'arriver ici en courant, en quittant de chez vous pour arriver ici. Si quelque chose vous arrive, on appelle ça accident de trajet. C'est la CNPS qui vous prend en charge.
Après cette émission, quand vous rentrez chez vous, c'est la même chose. Et si peut-être en prenant vos escaliers, quelque chose vous arrive, on appelle ça accident de travail, c'est la CNPS qui vous prend en charge. 180 mois après vos cotisations et 60 ans d'âge révolu, vous avez droit à la pension vieillesse et invalidité décès. Et 2 ou 3 ans après, la CNPS vous paie tout ce que vous aurez cotisé pendant les 180 mois. Mais continue à vous payer jusqu'à la fin de vos jours. Et heureusement, votre épouse ou bien les ayants droit prennent le relais de ce que nous appelons la pension de survivant. Au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle les prestations familiales. Les femmes qui prennent des grossesses, qui vont en congé, on paye les congés de maternité. Vous voyez, c'est un droit de l'homme capital dont on ne pourrait se soustraire. Les employeurs qui s'amusent à ne pas déclarer et payer les cotisations sociales font du mal, non seulement aux êtres humains que nous sommes, mais également à tout ce qui peut aspirer tous les jours peut-être à travailler à leur profit, mais qui ne peuvent pas bénéficier de ces droits. C'est un droit humain. La CNPS, donc, après de nombreuses négociations, que ce soit avec les mairies, ici, on s'en tient là, nous avons fait des réunions avec l'association des maires. Nous avons même demandé aux maires de venir négocier ce qu'on appelle des moratoires de paiement, qui peuvent conduire même aux remises gracieuses des majorations et pénalités de retard. Mais qu'est-ce que nous voyons ? Les maires ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent, mais certains maires, vous allez voir, ils ont des budgets, ils roulent dans les grosses voitures, etc. Mais ils ne payent pas les cotisations sociales. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, depuis pratiquement 2016-2018, la loi a été renforcée. Le non-paiement des cotisations sociales pour un employeur est maintenant une faute pénale. Il peut être traduit au TCS si la cotisation dépasse 50 millions. Donc le mal qu'ils font à ne pas se soucier de ceux qui travaillent chez eux. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, Bouba, d'arriver à la CNPS et que quelqu'un de 18 ans, 15 ans après avoir travaillé, il a 60 ans, il ne bénéficie pas de sa pension vieillesse. Alors, nous sommes dans la sensibilisation, ça ne concerne pas que les mairies, ça concerne toutes les entreprises qui aujourd'hui sont débitrices des cotisations sociales. Ils doivent savoir que l'heure a sonné. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de la CNPS, c'est un problème du gouvernement, la CNPS n'étant qu'un bras séculier de l'État. Ils doivent aujourd'hui se rendre compte qu'ils doivent payer obligatoirement les cotisations sociales pour le bien-être de la population. Mais au-delà, nous avons essayé de faire ce que nous appelons une campagne de communication. C'est pour ça que nous venons de signer un partenariat avec Canal 2, je m'en félicite, et avec toutes les autres presses, pour continuer à communiquer là-dessus. Vous qui avez des domestiques, vous qui avez des chauffeurs, vous devez savoir aujourd'hui que ces gens-là ont besoin d'être affiliés à la CNPS pour qu'ils bénéficient de tous ces avantages liés à l'État. Et la CNPS aujourd'hui, c'est l'un des organismes les plus fluides, que ce soit au niveau de ses investissements, que ce soit au niveau de la pérennité des cotisations sociales. La CNPS aujourd'hui garantit la pérennité du paiement de ces cotisations, de ces pensions à hauteur de près de 20 ans. Pourquoi ne pas en bénéficier ? Pourquoi ces employeurs font ça alors qu'ils ont des familles eux-mêmes ? Pourquoi ils refusent de cotiser pour leurs salariés qui au jour le jour travaillent très durement pour eux ? Alors je termine par là en disant, cette campagne va continuer, va même s'intensifier, que ce soit à Douala, Yaoundé ou partout ailleurs au Cameroun, et que ce n'est qu'une norme légale, la CNPS ne parle pas au-delà de ça, mais tous ceux qui peuvent venir au niveau de la CNPS ont la possibilité de négocier le paiement efficace et efficient de leur cotisation sociale par des moratoires et éventuellement par des remises gracieuses, des majorations et pénalités de retard lorsqu'ils en demandent. Merci à vous, Lucien Bédima, deuxième invité sur ce plateau. C'est un avocat au barreau du Cameroun, Maître Moustapha Gouana. Bonjour, bienvenue. Merci Bouba. Et je dis heureux dimanche à tous mes copanélistes. Je salue également vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Je suis on ne peut plus aise d'être là. J'espère que nous allons par nos différentes interventions apporter à ceux qui nous écoutent les lumières qui pourront leur permettre de poursuivre la réflexion. Merci à vous. Le barreau a un nouveau chef, Maître Mba Eric, le futur et donc le président, l'actuel barreau du Cameroun. Ça n'a pas été facile, Yaoundé, c'était très couru ces élections. C'était en effet une élection en effet très courue et également pleine d'émotions.
je dois dire que les gens étaient très dubitatifs sur la possibilité de le voir passer, parce qu'il faut dire qu'on ne fait pas toujours beaucoup de primes à la jeunesse dans notre pays. Le bâtonnier Mba Eric Mba est de la promotion qui arrive juste avant la mienne. Donc c'est un avocat relativement jeune. Donc il y en a qui lui reprochaient un peu son manque d'expérience dans la gestion dans la conduite des affaires de l'ordre, et que il fallait qu'il fasse ses classes. Mais voyez-vous, ce sont les avocats qui décident. Les avocats ont estimé que c'était l'homme qu'il fallait à cet instant, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des vieilles traditions qui ne sont pas écrites, mais qui semblent influencer chaque fois le vote des avocats. Donc quand on a un président de l'Assemblée générale qui est francophone, la tradition veut généralement que ce soit un anglophone qui soit bâtonnier. C'est une tradition qui n'est pas écrite et que tout le monde ne partage forcément pas. Mais aujourd'hui, nous avons le bâtonnier que nous méritons. Tous les avocats doivent l'accompagner dans la mission qui est sienne, celle de conduire les affaires de l'ordre. Et nous devons être tous ses soutiens, parce que son échec éventuel sera également le nôtre, parce que la maison qui est la nôtre, qui est le barreau, est une maison que nous devons soutenir, et nous devons nous battre pour qu'elle puisse avancer et qu'elle ait sa place réelle dans la société civile, dans la défense des intérêts de la République. Donc je félicite particulièrement M. Bâtonnier, qui, je dois le préciser également, appartient à ma famille politique. Le bâtonnier du SDF. Le bâtonnier est militant du SDF, quoique très souvent nous savons faire la part des choses, au distinguo entre la politique et les affaires de l'ordre. Et ce n'est pas le premier bâtonnier qui appartient au SDF. Je crois que la quasi-totalité des bâtonniers anglophones qui fonctionnent jusqu'aujourd'hui sont des anciens militants du SDF. Donc je dis félicitations à mon camarade et félicitations à mon ami aussi, parce que nous avons des rapports amicaux. Donc je lui dis félicitations, et j'espère qu'il nous fera avancer, et que les propositions qu'il a faites dans le sens de l'amélioration de nos conditions de travail et de l'amélioration de nos rapports avec les différentes institutions vont être implémentées pour le grand bonheur de la famille judiciaire. Merci à vous. Le troisième invité est un homme politique également, Alex Ngepi. Bonjour, bienvenue Alex. Bonjour Bouba, bonjour aux millions de personnes qui nous suivent ce jour sur Canal Presse. Un bonjour particulier à mon cher petit frère Fautine Apollin, à mon ami Salmon Béas, Bibou Nissak, et à mon aîné, à tous mes aînés qui se trouvent du côté de la prison de Nouvelle, et particulièrement maman Marie-Thérèse, qui est une fervente militante du MRC. Bonjour à tout le monde. Crise sécuritaire au Cameroun. Le Cameroun attaqué encore une fois de plus à l'extérieur par la secte islamique Boko Haram. Plusieurs attaques ces 2 dernières semaines qui ont donc amené le ministre de la Défense d'effectuer une descente sur le terrain ce jeudi, question de resserrer les rangs et surtout de rassurer nos forces de défense qui sont sur le terrain. À l'intérieur, il y a également la crise anglophone qui prend également encore de l'envol avec des autres attaques survenues ces derniers jours. Le Cameroun, sur plusieurs fronts sécuritaires, comment comprendre ce regain de tensions sur le terrain? Vous savez, Bouba, pour comprendre ce regain de tension, ce n'est pas ce niveau du Cameroun, il faut d'abord noter, hein, je l'ai toujours dit, je vais encore le réitérer, l'insécurité est l'échec des politiques sécuritaires. C'est important qu'on le sache. Et l'insécurité que nous subissons, c'est parce qu'il y a un autre gouvernant qui a juré, à travers des élections que nous estimons toujours pas à la hauteur, d'assurer la sécurité des Camerounais. Ils ont prêté serment pour cela. Donc lorsque les Camerounais sont attaqués par Boko Haram, sont attaqués par les terroristes, parce que l'Assemblée nationale a voté une loi disant que ceux qui sont du côté du nord-ouest et du sud-ouest sont des terroristes. Donc l'Assemblée nationale camerounaise étant dépositaire de côté de l'État, comme avec le président de la République, et donc cette loi, on peut donc les appeler des terroristes. Donc l'insécurité qui se passe du côté du nord-ouest
et d'argent de l'Ouest et du Sud-Ouest, dû au fait des terroristes amazoniens, est dû au fait, je dis et je réitère, à l'échec des politiques sécuritaires dont le RDPC et son gouvernement ont échoué. Il est important de le noter, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse croire au peuple camerounais que les gens qui sont tués, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce n'est pas la faute d'Alex Guépi, ce n'est pas la faute de M. Bouba-Ngomna, c'est la faute du RDPC, parce que le RDPC échoue dans la politique sécuritaire. Maintenant, il faut dire au MRC et dans plusieurs partis de l'opposition camerounaise a toujours eu une posture claire et nette, c'est que pour mettre fin à cette guerre, il fallait négocier. Tout conflit aboutit toujours aux négociations afin qu'elles puissent prendre fin. Donc nous pensons, dans l'opposition camerounaise, le MRC particulièrement, qu'il faille organiser un véritable dialogue national inclusif avec toutes les parties prenantes. D'ailleurs, M. Bouba, ce qu'on devrait noter, c'est qu'il y a des hommes cachés dans l'ombre, il y a des anglophones, je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaîtront, qui sont des personnalités, qui sont des avocats, qui se rendent chaque jour au sud-ouest et au nord-ouest. Cette élite anglophone-là peut être des personnes ressources afin de dialoguer avec ces terroristes amazoniens. Malheureusement, cette élite anglophone sont écartés, ce sont des grands avocats bien connus, sont écartés, sont mis dans l'ombre. Donc il serait important qu'on pense qu'il faille résoudre. Maintenant, pour chuter, si vous me permettez, je vais dire que ce qui se passe au NUN, d'abord, je tiens à donner mes condoléances les plus attristées aux familles durement éprouvées par cette attaque-là, du côté de NUN, que ce soit du côté de l'armée ou bien des populations civiles, notamment aussi à ces jeunes Camerounais qui ont perdu la vie, surtout cette jeune fille, hein, cet enfant qui a perdu la vie lors des dernières attaques qui a eu lieu là-bas, donc, à adresser à ces populations nos condoléances, mais à réitérer que la solution armée n'est pas la bonne solution. Peut-être l'armée devrait continuer à faire ce qu'elle est en train de faire, mais il faille que les gens pensent à laisser l'économie de guerre et qu'on puisse s'asseoir et dialoguer. D'ailleurs, c'est la seule chose qui nous unit, l'une des seules choses qui unit l'opposition au RDPC, c'est que le Cameroun reste un et indivisible. Nous sommes clairs et nets, mais dans l'unité du Cameroun, ça ne doit pas être un vain mot, ça doit être pas des actes concrets, par un véritable dialogue national. Donc, il faut, une fois de plus, inviter le RDPC, avec son gouvernement, à ne pas juste croire qu'il faille armer ou surarmer l'armée camerounaise de ce côté, parce que l'insécurité du Nord, quand vous avez surarmé les Camerounais au nord-ouest, au sud-ouest, qu'allez-vous faire du côté du Grand Nord Cameroun? Qu'allez-vous faire du côté de l'Est Cameroun? Donc, il faille dialoguer. Donc, nous vous invitons à instaurer un véritable dialogue national afin que nous puissions sortir de cette crise. Merci à vous, Alex Nguépi, le quatrième et dernier invité sur ce plateau, un homme politique également, président mouvement politique à part Célestin Djamène, qu'on ne présente plus. Célestin, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Juste peut-être un mot en sport avec la condamnation en Espagne de Samuel Eto'o-Fils, une condamnation qui a suscité beaucoup de polémiques dans les chaumières, avec plusieurs interprétations de part et d'autre, d'aucuns qui estiment lui opposer un article des statuts de la Fédération camerounaise de football. Question, est-ce que ce qui se passe en Espagne avec la condamnation de Samuel Eto'o peut avoir une incidence à la Fédération camerounaise de football ou alors sur Samuel Eto'o comme citoyen camerounais? L'incidence est complètement nulle en ce qui concerne la Fédération camerounaise de football. Il a été élu le 11 décembre 2021 pour un mandat, me semble-t-il, de 4 ans, de 5 ans. 4 ans Pour 4 ans. Et donc, je pense que la présidence ne souffre absolument sur le plan juridique par rapport à cette décision d'aucune contestation. Maintenant, il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est que cette condamnation sur le plan fiscal que M. Eto'o a subi en Espagne n'est pas la première concernant une star internationale. C'était le cas de Cristiano Ronaldo, Messi, Lionel Messi, etc., dont ça n'a pas soulevé autant de vagues. Et d'ailleurs, je note que pour ce qui concerne Samuel Eto'o, ça a été une horde de caméras qui a été invitée
à filmer jusque dans les prétoires, ce qui est totalement inhabituel dans les prétoires mondiaux, filmer Samuel Eto'o. Donc je trouve ça délibérément, il y avait une volonté manifeste, il y a une volonté manifeste de nuit de à son image, de ternir l'image de Samuel Eto'o. du Goliath camerounais. Et par ailleurs, je constate simplement que Samuel Eto'o, bien sûr, n'est pas spécialiste du droit fiscal, et encore moins le droit fiscal espagnol. Je crois que son gestionnaire fiscal a été condamné très lourdement aussi, d'ailleurs, comme c'est d'ailleurs de Lionel Messi et de Ronaldo Cristiano, dont il n'y a pas de raison qu'on s'acharne plus spécialement sur Samuel Eto'o. Maintenant, pour ce qui concerne la condamnation elle-même, c'est une condamnation ferme, c'est bien vrai, mais de moins de 24 mois. Donc en vérité, quand en Espagne, dans le droit espagnol, quand on a fait une telle condamnation, il n'y a évidemment pas d'incidence sur le plan pénal ou personnel. Je veux dire qu'il ne peut pas subir, tout le monde le sait aujourd'hui, d'incarcération. Donc il s'agit là d'un réaménagement de peine. Mais il a bien été condamné à une peine ferme de quelques mois. Mais cela dit, c'est tout à fait habituel dans le milieu du football international. Hein. Je veux dire que Eto'o ne gère pas sa fiscalité. En tant qu'ancien joueur, il ne gérait pas ça du tout. Il y a un impresario, il y a des spécialistes qui étaient là pour ça. Et donc, il est passé comme les autres par des travers de certains gestionnaires véreux. Et tant pis, maintenant c'est absorbé. Je crois qu'Eto'o maintenant, bien sûr, je sais que derrière, il y a toujours des gens qui n'ont jamais supporté l'élection d'Eto'o, la défaite de Seydou Mogonjua en décembre dernier, mais peu importe, c'était un très bon gestionnaire. Je crois qu'il a fait des choses exceptionnelles en moins de 1 an. Il a fait des choses exceptionnelles. Il n'y a plus de problème de primes, il n'y a plus de problème de joueurs d'indiscipline au sein de la tanière. Eto'o a relancé le championnat qui était déjà arrêté. Et je pense que là, il faut le lui reconnaître. Pour l'instant, on reste vigilant, mais ceux qui, pour des raisons inavouées, s'en prennent à Eto'o, évidemment, doivent nous dire le lien qu'ils veulent faire, éventuellement, entre la condamnation espagnole et le droit camerounais. Bon, je sais très bien que beaucoup lui prêtent des intentions présidentielles. Et encore là, je dis que le casier judiciaire de M. Eto'o n'a jamais été concerné. Son casier judiciaire est intact en matière de conditions à l'élection présidentielle. On sait très bien que ce qui est important sur le casier, l'extrait numéro 3, le casier judiciaire. Je crois que là, il n'est pas question d'épiloguer là-dessus, tellement il est vrai que le casier judiciaire de Samuel Eto'o au niveau de Cameroun n'a absolument jamais été affecté. Merci pour toutes ces précisions. On va marquer une courte pause qui va nous amener du côté de Garoua, dans la région du Nord Cameroun, justement, où le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi, a procédé il y a de cela quelques heures seulement au lancement du Hajj 2022. 1000 pèlerins camerounais constituent donc la première vague de 4252 musulmans qui vont donc sacrifier à l'un des 5 piliers de l'islam cette année. Le premier vol a donc décollé aux environs de 7 heures du matin, aujourd'hui du côté de Garoua. 2 autres prévus pour le départ, le pouls de la situation sur le terrain avec nos envoyés spéciaux du côté de Garoua, Karel Mezatia Choya, Michel Foucault, à qui nous disons bonjour en direct de Garoua. Bonjour. Au moment où nous parlons, des pèlerins camerounais sont dans les airs en partance pour la Mecque, où ils vont sacrifier à l'un des 5 piliers de l'islam une trentaine de jours durant. La première vague est constituée de 1000 fidèles musulmans. Le premier vol qui a donc décollé aux environs de 7 heures ce matin avait à son bord 267 passagers, des passagers qui sont arrivés à l'aéroport justement international de Garoua aux environs de 5 heures du matin. Tous se sont pliés donc aux procédures d'avant-embarquement avant justement de décoller. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi, avec à ses côtés le gouverneur et son état-major sont également venus justement se rassurer du bon déroulement du processus. Soulignons-le, le chef de l'État a débloqué 1 milliard de francs CFA pour le plein succès du Hajj cette année, ce qui fait d'ailleurs la fierté des pèlerins. Quelques-uns se sont donc confiés face à la caméra de Michel Foucault, au rang desquels le Lamido de Garoua.
Le chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya, a voulu que je sois de cette délégation. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de cela 2 semaines et demie, quand nous avons cru que c'était impossible, il a touché le cœur des musulmans avec ce soutien qu'il a apporté à la communauté musulmane. Alors, je ne peux être qu'animé d'un sentiment de fierté, d'un sentiment de grâce de la part du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits de notre président de la République, son Excellence Paul Biya. Alors, mes impressions sont bonnes et la reprise aujourd'hui même de ce Hajj nous donne une très grande fierté. Et vous savez tous qu'il faut toujours louer le ciel. Nous ne le louons pas seulement dans nos arrêts, mais il faut aussi aller dans les terres saintes pour essayer de le louer. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et nous l'accomplissons avec beaucoup de joie. Inch'Allah, c'est la priorité de tout un Camerounais. La paix n'a pas de prix. La plus grande richesse que l'on puisse avoir, c'est la paix du cœur et la paix en général. Et c'est de ça qu'il est question. Rappelons-le, ce sont au total 1000 fidèles musulmans donc, qui constituent la première vague qui va décoller aujourd'hui. Le premier vol était aux environs de 7 heures. 2 autres sont également prévus, l'un aux environs de 17 heures et l'autre à 19 heures, passé de 10 minutes pour être beaucoup plus précise. Parmi donc ces pèlerins-là qui vont donc se prêter à ces moments d'élévation de prière, 2700 sont sous l'encadrement de l'État qui, comme on l'a signalé tout à l'heure, a débloqué 1 milliard de francs CFA pour le plein succès du Hajj à 2022. Depuis Garoua, je suis Karel Meziatioya face à la caméra de Michel Foucault pour Canal International. Merci à Adja, Karel Mezatia. Ce sera certainement pour la prochaine édition du Hajj parce qu'effectivement, elle a accompagné cette première vague. Pour l'autre vague, pour l'année prochaine, on espère que Karel Mezatia sera donc la partie. On s'installe confortablement pour démarrer avec la première thématique, je l'annonçais, qui concerne le SDF. Le SDF, ce grand parti, le plus vieux parti de l'opposition du Cameroun, serait-il en lambeaux? Le SDF, après les nominations au sein de ce parti du chairman Ni John Fondi, une faction qui estime que le chairman a donc violé les propres textes de son parti pour nommer certaines personnes à certains postes de responsabilité. Et du coup, les voix s'élèvent pour réclamer non seulement la gestion du parti par le chairman Ni John Fondi. Pour d'aucuns, ils pensent que le chairman essaye de privilégier une tendance de ce parti au détriment de l'autre. Nous avons sur ce plateau un avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs membre du NEC, qui est également militant convaincu du SDF. On commence par lui, Maître Moustapha Ngwana. Je vous pose la question comme ça. Que se passe-t-il exactement au sein du SDF depuis les nominations du chairman John Fondi? Je pense que le problème que connaît le SDF ne naît pas avec les nominations récemment prises par le chairman. Il les a prises le 7, mais il a dû attendre près d'une dizaine de jours pour les rendre publiques. Le 16 précisément. Le 16 précisément, donc 9 jours après. Donc cela laisse poindre qu'il y avait certainement quelques hésitations de sa part et que peut-être que son bras a été d'une certaine manière téléguidé. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Vous savez, chaque fois que nous commençons une réunion du SDF, nous observons toujours 1 minute de silence en la mémoire de nos martyrs. Parce qu'il faut le savoir, le SDF a commencé l'écriture de son histoire en lettres de sang. Pas en lettres de sang parce que le SDF serait un parti qui serait habité par des personnes sanguinaires, mais parce que le SDF a plutôt subi la répression. Le 26 mai 1990 à Bamenda, 6 personnes sont mortes. Elles sont mortes parce qu'elles se battaient pour la liberté. Et aujourd'hui, on a le sentiment, pas seulement le sentiment, mais on a la conviction
que le SDF a dévié des voies qui étaient siennes. Le SDF est passé de 43 députés à 5 députés à l'Assemblée nationale. Je crois qu'on n'a pas besoin de constats plus éloquents que ces résultats pour comprendre la déchéance, la décrépitude, la déliquescence de la formation politique à laquelle j'appartiens. Et les constats sont faits depuis fort longtemps. Il y a un courant en interne qui souhaite que le SDF puisse faire son aggiornamento, que le SDF puisse faire sa mue, que le SDF puisse s'interroger sur la trajectoire qui est sienne. La trajectoire qui est sienne. Que nous puissions nous interroger sur notre trajectoire, sur la définition véritable de la ligne politique qui est la nôtre. Que nous puissions nous poser la question de savoir ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette espèce de désaffection. Parce qu'il faut bien, entre le SDF et les populations camerounaises, la fraude n'explique pas tout. Parce que j'estime qu'en 1997, les conditions de la fraude électorale étaient encore plus prégnantes que celles que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a au moins une biométrie partielle. Quoi que nous demandions, quoi que nous sollicitions encore plus. Le SDF est quasiment en lambeaux, comme ont titré certains de vos confrères. Nous voulons que l'église soit remise au centre du village. Que les militants du SDF puissent se reconnaître dans la maison qui est la leur. Et malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des dérives managériales qui ne disaient plus leur nom. Et on ne peut pas continuer ainsi. Parce que j'entends des voix ça et là qui prétendent que nous sommes en train d'organiser notre départ de la maison ou bien que nous voulons créer notre formation politique. Il n'en est rien. Nous sommes sociaux-démocrates convaincus. Nous voulons rester dans la maison, mais il faut que nous puissions retrouver nos lettres de noblesse. Nous ne pouvons pas le faire sans un travail sur nous-mêmes. Le chairman, malheureusement, a cru devoir se comporter, j'ai envie de croire, avec tout le respect que je dois à sa personne, se comporter comme une espèce de chef de clan. Parce qu'il faut le dire, dans une formation politique, il y a souvent plusieurs courants. Que ce soit dans les partis que nous avons en face ou bien dans tous les autres. Je me rappelle dans les années 95, dans la droite française, il y avait les Chiraciens, il y avait les Baladuriens qui se confrontaient au sein de la même formation sans qu'il ne vienne à l'esprit des uns et des autres de pouvoir s'écharper. Parce qu'on le fait, parce qu'il faut que la maison puisse vivre. C'est un signe de vitalité. C'est un signe de vitalité qu'il y ait plusieurs courants au sein d'une formation politique. Mais lorsqu'on est un chef, on doit pouvoir observer de la distance par rapport aux différents courants. Et on doit avoir pour instrument principal les textes qui organisent et fondent notre organisation pour pouvoir prendre des décisions. Et malheureusement, les dérives managériales du chairman ne peuvent plus continuer indéfiniment. Il nous appartient de pouvoir lui faire face et de lui dire c'en est de trop. Des gens sont morts le 26 mai 90 et les gens sont morts des années plus tard. La saignée des cadres doit pouvoir s'arrêter. Parce que ce sont ces actes-là qui pendant longtemps ont fait partie de certains cadres de notre formation politique. Et on ne peut pas continuer dans ces lancers. Je n'ai pas tué le clou du sujet. Pour être membre du comité exécutif national, il faut justifier d'un militantisme de 5 années. Il faut avoir milité pendant 5 ans. Le 14 mai 2022, il y a eu un comité exécutif à Yaoundé, un comité exécutif au cours duquel nous sommes convaincus que le quorum n'a jamais été atteint. Où on aurait délégué au chairman, ou les personnes présentes qui ne constituaient pas le quorum du NEC, on délégué au chairman le pouvoir de désigner les membres du NEC qui étaient décédés, les membres du comité exécutif national qui étaient décédés. Je dois préciser que ce n'est pas un pouvoir délégable. C'est une fonction exclusive qui appartient au comité exécutif national au regard des dispositions de l'article 18.5 de nos statuts. Et pour que les gens puissent comprendre,
Pour qu'on puisse déléguer une telle responsabilité, il faut que les statuts l'aient prévu. Un peu comme au Cameroun, l'article 10 alinéa 2 de la Constitution donne la possibilité au chef de l'État de pouvoir déléguer certaines de ses responsabilités au Premier ministre et à ses ministres. Mais au SDF, nos statuts ne prévoient pas cette possibilité-là. Il s'agissait c'est une fonction qui appartient au comité exécutif national et il faut même que la cellule des conseillers ait donné son avis dans le cadre de telles nominations. Malheureusement, le chairman a pris fait et cause pour une certaine tendance qui est en porte-à-faux avec les aspirations du peuple camerounais. Les Camerounais ne se reconnaissent plus dans ce SDF-là. Dans ce SDF-là qui donne l'impression de faire la part belle ou bien les yeux doux au parti au pouvoir. Et nous en avons donc assez. C'est pourquoi nous nous sommes réunis en Bouddha et nous avons pris cette mesure-là parce qu'il faut pouvoir sauver la maison. Et toutes ces personnes-là, quand vous regardez, il y en a qui ne sont pas là, qui sont en dehors du Cameroun, qui auraient voulu être présents, qui aujourd'hui même se plaignent de n'avoir pas vu leur nom sur le document. C'est pour vous dire que la tendance la plus importante du SDF est pour qu'il y ait une véritable réforme et que le congrès que nous avons sollicité soit convoqué en 2023 pour que nous puissions revivifier la maison SDF. Ok, d'accord. Vous, Sélestine Djamel, un ancien, si vous voulez, je veux dire un transfuge du SDF, qui connaît bien la maison, qui est parti du SDF pour un autre parti d'opposition, qui finalement a créé son propre parti, vous maîtrisez bien la maison. Pour vous, vous n'êtes certainement pas dans la tête du chairman John Foudy, mais vous pouvez analyser, vous pouvez faire une lecture connaissant cette maison. Qu'est-ce qui peut justifier un tel agissement du chairman John Foudy qui, selon toute vraisemblance, serait allé à l'encontre de ses propres textes? Tout d'abord, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon cher ami Maître Moustapha Ngouana concernant l'état des lieux du SDF. Il parle d'un SDF en lambeaux. Mais ce constat, je l'ai fait il y a 4 ans. Déjà, sur le plan politique, qui m'a écouté? Personne. Aujourd'hui, on assiste de manière absolument évidente à ce que j'avais annoncé il y a 4 ans. Maintenant, on parle de courant également, mais le chairman n'a jamais mis en cause les courants. Il se passe que dans un parti politique, il arrive au président national, au dirigeant suprême du parti, de réaménager. Même si dans le cas des SES, on peut parler de nettoyage. Sur le plan politique, on se rend bien compte qu'il y a eu un contexte politique qui a fait l'objet, n'est-ce pas, d'une guéguerre entre deux frères ennemis, l'honorable Jean-Michel Nitcheux et l'honorable Joshua Ossi, et le chairman qui a toujours soutenu naturellement son premier vice-président, ce qui me semble tout à fait naturel, a décidé de mettre hors d'état de nuire les opposants, entre guillemets, de son directoire, de son gouvernement, si j'ose dire. Donc, jusque-là, politiquement, ça me semble parfaitement normal. Ceux qui ont été soit mutés à d'autres postes, soit écartés, restent militants du SDF, sauf si, parce que j'ai cru comprendre qu'avant-hier, il y a un militant du SDF Allemagne, le président régional du SDF Allemagne, qui a cru devoir écrire une lettre de démission. Bon, c'est le seul cas de démission après les remous dont je fais allusion. Je dois préciser qu'il a démissionné de ses fonctions. Il restait militant du parti. Très bien. Donc, il a démissionné de ses fonctions. Il a décidé de ses fonctions de président régional. Très bien. Pour retrouver, selon ses propres dits, plus de liberté dans le temps relativement à ses prises de position. Il n'est pas le seul. En tout cas, il a démissionné de ses fonctions. Il reste donc militant. Alors maintenant, je considère que exhumer maintenant les reliques, n'est-ce pas, des ressentiments du passé me semble un peu rigolo, parce qu'en vérité, ces problèmes, on les connaît, des problèmes de violation, entre guillemets, des textes du parti depuis très longtemps, mais comme ça les arrangeait à l'époque, ils étaient ensemble, personne n'en parlait. Je dois vous rappeler, par exemple, que le poste, il y a quelques années de cela d'ailleurs, de 4e vice-président que j'ai brigué par les primaires, que j'ai obtenu de haute lutte, a été tout simplement blackboulé à une convention. Et curieusement, cette fonction de 4e vice-président a été réattribuée par cooptation récemment. Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas nouveau tout ça, tout ce que Moustapha raconte là, ce n'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, il se trouve que ce phénomène arrive dans une situation où il y a une guerre de succession à la tête du SDF.
Le chairman, il y a 2 ans, a annoncé son départ de la présidence du parti, et ça suscitait naturellement des appétits. Monsieur Jean-Michel Ninche, l'honorable Ninche, qui accuse son collègue, honorable Joshua, d'être passé au cabinet civil pour récupérer je ne sais combien de millions. On parle de 495 millions. 495 millions, 500 millions. Alors, de 2 choses l'une. Était-il là en 2018, puisqu'ils ont fait chemin ensemble? S'il était là, pourquoi avoir attendu 4 ans pour le dénoncer? De quel montant exact s'agissait-il? Donc, si le partage du magot a mal tourné, qui arrête d'emmerder le monde? Bon, la vraie question qui se pose, c'est un problème d'ego entre 2 amis, 2 anciens amis, aujourd'hui, qui crient à U et à Dia par rapport à la fonction de président national du SDF. Les choses sont politiquement claires. Alors maintenant, on va s'abriter derrière un juridisme un peu désuet pour faire croire que, ben non, le chairman a violé. Alors j'ai vu la sortie de l'ancien secrétaire général, l'honorable, le sénateur Tchoumoulou, qui fait comprendre que le chairman a totalement violé les textes. C'est du jamais vu, totalement violé. Alors quand je vois la réunion de Bouddha récemment, en fait, c'est un lancement d'un nouveau SDF, en tout cas c'est une tentative de putsch qui semble-t-il a raté, parce qu'en vérité, c'est quand même assez incroyable de découvrir aujourd'hui que le chairman, comment dirais-je, se livre pour la première fois à ce réaménagement, je dirais un toilettage, si j'ose dire. Donc voilà les enjeux aujourd'hui. Il faut dire les choses de manière extrêmement claire. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a pratiquement 5 régionaux, plus de 5 présidents régionaux qui ont signé l'appel de Bouddha. Il y a pratiquement 2 maires, il y a une flopée de membres du NEC, il y a même le 2e vice-président national, il y a même le président régional de Nord-Ouest qui a signé ce communiqué, n'est-ce pas, de putsch, de tentative de putsch. Alors, c'est clair, mais sur le plan de la légitimité, à la fois administrative, à la fois politique, à la fois historique, il est clair qu'aujourd'hui, le chairman est totalement hors d'état de nuit. Il est incontestable. Je me rappelle d'ailleurs, en 2006, j'étais candidat face au chairman, quand personne n'osait. Quand personne n'osait, en 2006, il y a donc de cela pratiquement 17 ans. J'étais candidat face au chairman. Tout le monde me criait dessus, se moquait de moi, etc. Donc j'ai contribué aussi, à ma façon, à relever l'esprit démocratique de ce parti social-démocrate. Rappelez-vous qu'à la même époque, on nous appelait à l'époque le légitimisme, parce qu'il y avait 2 courants, alors pour le coup vraiment très très forts. Parce que je me rappelle d'un certain Ben Mouna qui a organisé son congrès parallèle à Yaoundé. Et pire encore, il y a eu un camarade qui est tombé sur le champ d'honneur, Grégoire Diboulet, il y a eu un mort. Et l'instance n'a même pas encore complètement disparu des prétois camerounais aujourd'hui. Le chairman a été mis en examen, rappelez-vous. Donc ça a été extrêmement chaud. Le congrès de Bamenda a duré 3 jours, celui de Douala de Yaoundé 2 jours. Donc il y avait déjà cette espèce de combat entre légitimistes et, j'allais dire, dissidents. Okay. Donc l'enjeu est clair, c'est une guerre de succession, point barre. Alors, Lucien Bidima, vous suivez, vous avez un sourire, un sourire un peu narquois par rapport à ce qui est dit, ça et là, notamment sur la question du SDF, mais dans les revendications posées par ceux, entre guillemets, qui sont réunis du côté de Bouddha, il y a on accuse, on pointe du doigt carrément le RDPC, le parti au pouvoir, d'être de connivence avec une faction pour phagocyter ce SDF, et cette faction, selon cette faction, le RDPC serait en train de faire des yeux doux et même parfois d'utiliser même des moyens illégaux pour pouvoir, on va dire entre guillemets, phagocyter le SDF. Monsieur Bouba, si vous me voyez rire, ce n'est pas pour se moquer du SDF. Hein. Nous, dans le RDPC, nous respectons le fonctionnement de certains partis politiques. Aujourd'hui, c'est de s'interroger. S'interroger sur ces faits qui agacent totalement les Camerounais. Donc la vérité est finie par se mettre au goût du jour. Voilà les gens, depuis 32 ans, qui ont passé le temps à critiquer le RDPC. Là, vous parlez. Voilà les gens qui nous ont démontré qu'ils pouvaient gouverner sainement ce pays. Voilà les gens qui, aujourd'hui, certains d'entre eux n'ont, le président Tchoumoulou venait de le dire, qui n'ont aucune légitimité,
qui s'accrochent au poste. D'ailleurs, je me demande s'il y a des rémunérations là-dedans. Mais imaginez si ces gens gouvernaient aujourd'hui au Cameroun. Donc voilà les gens qui passent totalement à côté de l'histoire de la gestion de leur parti politique et peuvent dire aujourd'hui, le RDPC qui est un parti totalement organisé, qui a près de 360 sections à travers le Cameroun et qui vient de renouveler son appareil politique sans qu'on ait eu assisté à tout cela, mais avec une compétition interne et une démocratie bien ancrée dans notre parti. Alors, vous allez voir, effectivement, dans quelques années, le même pugilat, les mêmes choses vont se dire dans le MRC qui, je regrette, je ne peux pas passer là-dessus. Il y a un problème sécuritaire aujourd'hui. Au lieu véritablement de présenter les condoléances aux familles très durement éprouvées, que ce soit au nord-ouest, que ce soit au sud-ouest, que ce soit au niveau du Grand Nord, mais c'est mou dans le fait que c'est la responsabilité est sécuritaire. Oubliant ce que font l'armée camerounaise, nos jeunes frères et sœurs qui sont au front tous les jours pour défendre la paix, pour défendre le développement de notre pays, l'unité. Mais voilà les gens qui aujourd'hui vont vous dire plus tard que le professeur Kamto ne sert à rien, que tout ce qu'il fait c'est un chef de clan, etc. Non, il faut revenir au niveau de la réalité. Le RDPC n'a rien à voir avec le fonctionnement des partis politiques. Si on observe et si on peut dire quelque chose par rapport au SDF, moi je dis, mettre tout ce que vous venez de dire, démissionner. Parce qu'en vérité, il a dit depuis 4 ans, et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Pourquoi? Parce que vous aviez vous-même ces responsabilités, vous étiez dans un clan et votre clan était aux affaires. Qu'aujourd'hui, Ni John Fundi a décidé de nettoyer. Moi je félicite le président Ni John Fundi. La politique n'est pas une question de cœur, de dire parce que vous êtes ma femme, mon ami, etc. La politique, c'est quelque chose qu'on prévoit, l'avenir. C'est un problème de loyauté. Aujourd'hui, on constate que depuis que M. Fundi a décidé de se mettre en marge peut-être de l'activité politique à un très haut niveau, il y a des appétits au niveau de sa succession. Et ces appétits-là ne restent malheureusement pas qu'au sein du SDF parce qu'on s'est dit qu'on peut se projeter, on peut aller jusqu'au gouvernement. Vous croyez vraiment que c'est le président Paul Biya qui va forcément fonctionner avec le SDF pour que le Cameroun soit stable ou continue dans son développement alors qu'aujourd'hui, le président de la République a toujours fonctionné avec d'autres partis politiques dans un système de coalition. Alors que nous sommes majoritaires, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit à l'Assemblée, et que ce soit au niveau des mairies. Le peuple camerounais fait confiance au RDPC, au président Paul Biya. Mais non, le président Paul Biya est resté constant dans son désir d'associer tout le monde pour le développement de notre pays. Et le SDF, aujourd'hui, Fundi, il faut accepter parce que, maître, je n'en doute pas un seul instant, si tel est le cas, que les Camerounais pourraient éventuellement vous donner la légitimité de Ni John Fundi. C'est votre marque de service aujourd'hui. C'est quelqu'un, pourquoi vous refusez à un président sa légitimité, ne serait-ce que son pouvoir de nomination? Tout simplement parce que vous avez fait des clans. Monsieur Nietzsche veut faire un putsch, il croit que c'est lui qui peut donner les leçons à tout le monde, même au niveau de l'Assemblée, en se mettant totalement à marge, non seulement du fonctionnement, même de son propre parti, mais également du fonctionnement des institutions. Alors nous, on ne dit pas que le SDF doit mourir parce que c'est un parti qui a longuement apporté dans l'évolution démocratique depuis 1990. Nous disons aujourd'hui que Ni John Fundi est un leader écouté, un leader apprécié. Pourquoi apprécié? Parce que le président Paul Biya, en son temps, a toujours eu cette main tendue vis-à-vis du SDF pour qu'ensemble, nous essayons de gérer notre pays dans la constante de la paix, dans la constante de l'unité. Ce qui se passe aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest, le président Biya a été constant qu'il faut associer tout le monde, associer en première partie Ni John Fundi et le SDF. Donc les guerres à l'intérieur de votre parti ne sont que des appétits d'un certain nombre d'individus qui n'acceptent pas le pouvoir des autres. Et comment ferez-vous si d'aventure aujourd'hui les Camerounais vous confient certaines responsabilités? Heureusement pour les Camerounais, le RDPC est là et le président Paul Biya est là. Alex Guépi a écouté les uns et les autres. Il s'agit d'une opération de nettoyage
Denis John Fundi, qui n'est pas en accord avec les méthodes, les fonctionnements de certains membres de son parti, ou alors simplement c'est une situation où on veut absolument positionner une faction au détriment de l'autre faction avant le Congrès? Bon, je ne vais pas prendre les choses dans ce sens. Je vais juste te dire que je suis surpris parce que ceux-là qui ont signé la lettre du côté, qui ont organisé ce congrès, hein, entre parenthèses, qui sont réunis à Bouddha, certains parmi eux, quand j'ai eu des problèmes personnels quand il y a eu des problèmes avec mon parti politique, ils m'ont dit la discipline du parti. Donc je vais juste leur répondre que s'il faut appliquer la discipline du parti, ils vont tous être éradiqués ou bien exclus du SDF. Quand je me suis plaint que je subissais des injustices au niveau du MRC, on dit non, Alex, moi, non, il faut la discipline du parti. Là, maintenant, ça ne se pose plus. Écoutez, sois un peu plus sérieux, ok? Il est question ici de se rendre compte, ce que le SDF est en train de vivre aujourd'hui, j'appelle ça la vastité politique. Hein? D'ailleurs, même pour moi, le SDF est en train de renaître de ses cendres. Au Cameroun, nous avons des partis politiques paternalistes, c'est-à-dire que les pères fondateurs, le LDP n'échappe pas. Le LDF n'en a moins échappé également. Des pères fondateurs ont pris sur eux d'être les hommes à tout faire de leur formation politique. Ni John Fundi en est un exemple. C'est-à-dire depuis 1990 que John Fundi est aux affaires dans le LDF. Il y a cela 20 ans qu'il aurait dû démissionner. Je l'ai martelé. Maintenant, au LDF, nous avons deux courants de pensée. Nous avons un courant de pensée incarné par l'honorable Ossi Ochoa, qui pense qu'il faille être moins radical, il faille peut-être dialoguer avec le gouvernement afin de résoudre des problèmes sécuritaires pour la crise de nos eaux que nous faisons face. On a notre courant de pensée qui est incarné par l'honorable Nietzsche, qui pense qu'il faudrait garder les fondements du SDF, c'est-à-dire que le premier courant, c'est un courant progressiste. Le second courant, pour moi, c'est un courant pas de progressistes, hein, des personnes qui faillent que le SDF doit rester dans ses fondements, être de position radicale. Donc, c'est ces deux courants qui s'affrontent aujourd'hui, mais tout à l'odeur du SDF. Tout à l'odeur du SDF. Parce que ces deux courants de pensée, en s'affrontant, le seul roi, le seul maître du jeu, ce sont les militants du SDF. C'est eux qui doivent décider s'ils sont en faveur du courant incarné par l'honorable Ossi Ochoa ou s'ils sont en faveur du courant incarné par l'honorable Nietzsche. Cependant, le président Ni John Fundi ne saurait être l'arbitre. Concernant les nominations qui sont effectuées, mais les textes du SDF ont prévu cela. Seul le Congrès peut décider de ça, mais pas quand même le chairman. Je ne vais pas entrer dans les textes du SDF. Je dis parce que pour l'instant, c'est une bataille qui est là. Il y a un camp qui gagne, qui mène par 1-0 l'autre camp. L'autre camp essaie de botter en touche en organisant une réunion entre les Bouddha qui n'ont pas signé d'ailleurs, il faut le dire. Et plusieurs personnes parmi cette réunion n'ont pas, on dit qu'ils n'étaient pas parmi. Qui a dit? Permettez-moi. Qui a dit qu'ils n'étaient pas là? Permettez-moi. Qui a dit qu'ils n'étaient pas là? Permettez-moi. Ils n'ont pas signé. Éviter la conjecture. Ils n'ont pas signé. J'ai vu aucune signature, j'ai vu le document, aucune signature. Donc, pour moi, c'est un non-sens. C'est purement communicationnel. Maintenant, je pense qu'au niveau du Congrès, ils n'ont pas démenti non plus. Ils n'ont rien dit. Ils ont écrit, ils ont sorti un communiqué, ils n'ont pas signé. Donc, pour moi, c'est purement de la communication qu'ils font pour répondre à ce que Fundi a fait. Je pense que, je réitère, lors du congrès du SDF, les militants, le roi vont désigner qui est-ce qu'ils vont porter à la tête du SDF. J'espère que le président Fundi sera en accord avec lui-même, qu'il ne sera pas candidat au congrès. Que ce soit l'honorable aussi, Nietzsche ou tout est maintenant, si vous me permettez. Pour chuter. Oui, pour chuter. Je vais donc dire que je pense à mon avis également que Fundi, le président Fundi est dans son rôle, dans son droit de nommer. D'ailleurs, ceux qui ont été nommés, ce sont des jeunes personnes, ce sont des personnes vivaces, ce sont des personnes qui faillent employer. Elles sont jeunes, ces personnes-là. Je connais une bonne partie de ces personnes qui ont été nommées. Ceux-là qui ont occupé des postes depuis très bien longtemps doivent se comprendre qu'à un moment, il faut savoir passer la main. On ne peut pas rester là à dire, M. Biapol, ça fait 40 ans que vous gouvernez et rester aussi 40 ans. Cependant, je vais aussi répondre à mon cher aîné du RDPC que, écoutez, vous êtes tellement majoritaire, votre majorité est tellement obèse que vous êtes dans l'incapacité de demander à l'Assemblée nationale d'organiser ne serait-ce une enquête parlementaire ou d'inscrire au Rolof national des discussions sur la crise anglophone.
Donc, je vais vous réitérer, pour vous dire que cette crise anglophone est de votre responsabilité. C'est pas la responsabilité du SDF, c'est pas la responsabilité du MRC a fait. Je vais vous dire que vous êtes toujours dans cette musique. Des années plus tard, les gens perdent leur vie, les familles sont endeuillées, et le MRC passe pour donner des leçons qui ne tiennent pas à la réalité du Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur le plan personnel pour que cette crise anglophone aujourd'hui prenne fin? Sinon, vous l'avez encouragé à partir de votre base qui se trouve à l'étranger avec des hommes tapis dans l'ombre. Vous l'avez fait parce que vous encouragez, ça vous bénéficie. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est que pour détruire les vies au Cameroun. Et vous venez donner des leçons au RDPC qui se battent tous les jours pour mettre fin à cette crise. Non, il faut laisser ça. Parce que ce sont des vies des gens qui sont en jeu, monsieur. Ne venez pas ici nous dire c'est la responsabilité du RDPC. Le RDPC n'a jamais provoqué la guerre au sud-ouest. Ça, il faut que ça soit clair. Lucien Bidima et Alex Nguepi, on trouvera une occasion idoine pour parler de la crise du Nozo et même des responsabilités par rapport à cette crise. Je voudrais qu'on ne s'éloigne pas de notre thématique. Je voudrais, s'il vous plaît, parce que vous insistez, vous martelez sur la question du Nozo, je voudrais qu'on ne s'éloigne pas de notre thématique. On reste sur le SDF avec ce qui s'est passé. Je vais vous retirer peut-être la parole pour vous la redonner après, pour relancer Maître Ngouana qui est au centre de ce débat, parce que militant du SDF, pour comprendre un peu... Et participant à cette réunion. À cette réunion de Bouddha. Vous n'avez pas... Votre avis n'est pas requis. J'étais en visioconférence, c'est bien indiqué. C'est bien indiqué dans le communiqué. Alors, d'accord. Mais maintenant, sur le plan financier, on demande aussi des comptes au chairman à travers cette réunion. Et pourquoi avoir attendu 4-5 ans? Parce qu'on parle d'une mallette qui aurait circulé du cabinet civil quelques mois avant les élections présidentielles de 2018, partie du cabinet civil. On parle d'une somme d'environ de 495 millions. Vous savez, moi je ne parle pas du sexe des anges. Et au cours de la réunion que nous avons tenue, il n'y a jamais été question d'une quelconque mallette qui aurait transité entre le cabinet civil et la présidence de la République. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Quand on demande des comptes au chairman, ou bien quand on demande des comptes au chairman, c'est parce que au terme d'une élection, il faut qu'on fasse le bilan. Au terme d'une élection, il faut faire le bilan. Et on s'est également rendu compte de ce que le parti reçoit des subventions en tant que formation représentée dans les institutions. Et on se rend compte malheureusement de ce que les personnes qui sont censées être signataires sur les comptes, notamment le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire des affaires financières, ont été exclus. Pourtant, la signature qui est obligatoire, c'est celle du trésorier. Elles ont été exclues. On se demande donc comment est-ce que les sommes les deniers sont aujourd'hui manipulés à l'exclusion de la personne dont la signature est obligatoire sur les comptes ou bien sur les chèques. On se demande comment est-ce que même les banquiers parviennent à pouvoir poser de tels actes. Donc maintenant, si vous voulez parler des mallettes qui auraient transité entre la présidence et autres, je suis totalement étranger à ce débat-là parce que je n'ai aucun élément probant pour pouvoir justifier de quoi que ce soit. Je suis avocat et je ne veux pas... Merci pour cette précision. Et je poursuis maintenant. C'est toujours... Donc je ne veux pas, en tant qu'avocat, dire des choses... Merci pour cette précision. Qui pourraient se retourner contre moi. Donc il faut savoir que les questions financières qui ont été soulevées ont trait au bilan des élections présidentielles, des élections législatives et municipales de 2020 et à la gestion des comptes du parti depuis que le trésorier a été exclu de la manipulation des deniers. Donc maintenant, j'ai entendu ça et là, diverses choses qui ont été dites, mais il faut que je précise que si aujourd'hui, Célestin, on finit par réagir, c'est parce qu'il y a la goutte d'eau qui a débordé le vase. Même les anglophones ne se reconnaissent plus dans le SDF. Qu'on le dise, qu'on le veuille. Et je me demande quel type de politique on fait. Lorsque on n'interroge pas la portée de notre action politique dans les populations. Lorsque vous parlez aujourd'hui du SDF autour de vous, on vous dit qu'en dehors de quelques-uns d'entre vous qui maintiennent la maison debout, tout le reste, on a le sentiment qu'ils sont désormais proches du RDPC. Mais s'il y en a qui sont SDF, qui sont proches du RDPC, qu'ils y aillent prendre leur carte tout simplement. J'ai entendu tout à l'heure, je ne suis pas surpris par la position que prend le militant du RDPC.
un SDF faible, ça les arrange. C'est normal qu'ils puissent... c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, je comprends. Donc qu'ils puissent faire la part belle à cette tendance qu'on appelle... Cette tendance qui est proche d'une espèce de connivence qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le chairman du SDF vit en exil à Yaoundé? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a 20 ans, le chairman pouvait être obligé de vivre à Yaoundé? Il a enterré son jeune oncle, le bâtonnier Sama à Yaoundé. Un ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Bandam, enterré à Yaoundé. Vous imaginez le SDF, un tout sautement du chairman, il y a 20 ans, il rythmait la vie dans la ville de Bamenda. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier qu'il se retrouve en train de vivre à Yaoundé? Lui qui est le chairman. Il faut qu'il se pose des bonnes questions. Les personnes qui aujourd'hui ont signé, pour la plupart, cette sortie, étaient les personnes qui auraient pu prendre une balle pour le chairman il y a 20 ans et plus. Pourquoi ne se pose-t-il pas les bonnes questions? Qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces personnes-là, qui autrefois auraient pu prendre une balle pour vous, se retrouvent en train de prendre position contre vous? Il y a un moment donné dans la vie, lorsqu'on a laissé passer les événements, on atteint la saturation. Lorsqu'on a goût de boire le vase, il faut pouvoir dire non à la récréation. Lorsque les militants du RDP, je vois une espèce je trouve les militants du RDP c'est très sémillant. Il dit que bon, il y a des batailles, il semble être content. Mais chez nous, il y a au moins ces discussions-là. Chez nous, on peut regarder le président du SDF et on lui parle. Bien sûr. On le regarde dans les yeux, on lui dit ce qu'on pense. Chez vous, vous avez votre Dieu dans une tour d'ivoire. Vous qui êtes là, vous n'allez jamais le rencontrer. Et je suis convaincu de ce que je dis. Il l'a jamais vu. Et il n'a même jamais vu. Mais nous, on parle avec notre président. Mais nous, notre président national, quoi qu'on le critique, nous, on peut parler avec lui. Nous, on peut le critiquer. Dernièrement, Messanga Nyamdi, vous avez vu ce qui est arrivé à Messanga Nyamdi. Avant Messanga Nyamdi, il y a l'ancien maire de Yaoundé, l'ancien adjoint maire de Yaoundé que vous avez Saint-Éloi Bidon, que vous avez exclu. Parce qu'ils ont eu le courage de prendre position. Nous, au moins, il y a la vitalité démocratique au sein du SDF. Nous pouvons prendre position et dire comment est-ce que nous souhaitons que les affaires du pays puissent marcher. Notre action aujourd'hui n'est plus lisible. Elle n'est plus véritablement lisible. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest n'explique pas à elle seule notre débat électoral. La transhumance qu'on vit aujourd'hui sur la scène politique, la plupart des formations politiques qui sont aujourd'hui, qui se créent, elles font d'anciens transfuges du SDF. Quand vous voyez à Bafang est contrôlé par un ancien du SDF. Et c'est comme cela. Les Maïdadi au nord, c'est toujours les anciens du SDF. Il y a eu une saignée. Et à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et dire que faisons notre aggiornamento. Quand Nguepi parle de ce dont il était victime, il parle de discipline du parti qu'on lui a opposé. Mais la discipline du parti, M. Nguepi, elle est fondée sur les textes. Contrairement à vous, qui êtes dans des transes jubilatoires, ce que je dois vous dire, c'est que ce que nous réclamons, nous appuyons sur les textes que nous avons cités. Nous demandons à ceux qui sont dans le parti et qui ne partagent pas la ligne qui est la nôtre de nous répondre également à travers les textes et de signer également leurs pétitions. On voit ce qu'ils représentent. C'est un rapport de force évident. Ils sont nombreux en interne. Qui ont la vue du document en question. On se sont demandé pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas été informés, pourquoi est-ce que leur nom n'est pas produit ce document. Parce que nous représentons la légitimité au sein du SDF. Nous représentons ceux-là qui veulent que la maison puisse se remettre debout. Et contrairement à ce qu'a dit Nguepi, le chairman ne nomme pas au NEC. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas dit ça. L'article 18 de nos statuts donne ce pouvoir-là au comité exécutif. Et je l'ai dit, ce n'est pas un pouvoir délégable. Le président de la République ne délègue ce pouvoir au SGPR, au Premier ministre, que parce que la Constitution l'a prévu. Au SDF, nos statuts, notre règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité pour le NEC de déléguer son pouvoir de nomination au chairman. Donc le chairman ne doit pas sous ce prisme-là se permettre que de nommer quelqu'un d'autre sans avoir reçu l'assentiment du comité exécutif national. Alors, Célestin N'Djamène, pour vous, quand vous regardez un peu de près, parce que, pour reprendre vos propos, c'est un problème de partage magot qui a mal tourné, certainement, et qui met le SDF, on va dire, en lambeaux ou en éclat. Est-ce que vous regardez cette affaire quand vous voyez de près?
vous n'avez pas le sentiment que les deux tendances qui s'affrontent sont blanc-bonnet, bonnet blanc, c'est-à-dire, on peut dire qu'une tendance est peut-être contre la rue, et l'autre est forcément par des méthodes de rue, mais des méthodes qui ne sont pas des méthodes aussi acceptables démocratiquement. Vous savez que l'honorable Nietzsche et l'honorable Joshua aussi sont deux amis, deux anciens amis. Je les connais parfaitement bien. Ils s'entendaient très bien. D'ailleurs, vous avez vu pendant la présidentielle 2018, c'est toujours cul et chemise ensemble. Toujours ensemble. Alors effectivement, dans toute affaire, il y a toujours des questions de fond et des questions de surface. La question de surface qui se passe aujourd'hui au sein du SDF, c'est quoi? C'est qu'il y a deux personnalités qui veulent s'assurer qu'après le chairman, c'est eux. Et donc il faut affûter les armes. Sur le plan politique, ça peut se comprendre. Maintenant, la méthode utilisée, c'est autre chose. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la somme de 495 millions de francs CFA. Je l'ai entendu de la bouche de Jean-Michel Nietzsche. Il a porté des accusations extrêmement graves sur son ex-ami, disant qu'il l'a vu, ils étaient au cabinet civil. Faux. Je ne veux pas mettre en cause. Faux. On a entendu chez Equinox. Attendez, faut pas. Vous m'avez dit qu'il vous a dit qu'il était avec lui. Faut pas dire ça. Il a déclaré que l'honorable Joshua était au cabinet. Permettez-moi. Maître, voilà. Je vous ai pas interrompu. Non, s'il vous plaît. Mais moi, je vous interromps. Maître, s'il vous plaît. Moi, j'ai compris la précision. Moi, j'ai compris la précision. Il y a un modérateur sur ce plateau. Je suis désolé. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, je continue en disant ceci. Je suis d'accord avec vous parce que il y a une déclaration. La précision de Maître vaut son pesant d'or parce que il dit que, parce que c'est très important aussi de le savoir, il dit que Jean-Michel Nietzsche n'a jamais dit qu'il était au cabinet civil avec lui. Donc si Joshua aussi y était, il était seul, sans Jean-Michel Nietzsche. En tout cas, l'accusation a été portée de dire. Il ne dit pas qu'il n'a pas fait l'accusation non plus. Voilà, très bien. Voilà, parce que tant mieux. Voilà. Donc que l'honorable Joshua a touché de l'argent du RDPC en 2018, pendant la présidentielle. Ils étaient ensemble. Il n'a pas dénoncé à ce moment-là. Pourquoi? Chacun son opinion là-dessus, moi j'ai la mienne. Comprenez? Donc ça cache des soubresauts, encore une fois, de succession. La question de fond qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le chairman, oui ou non, a eu raison de nettoyer. Le président national a toujours soutenu son premier vice. Je me rappelle au 3e congrès à Bamenda en 2006, il est clair que Joshua a été facilité dans sa quête de devenir deuxième vice-président. Il a eu le soutien total du chairman. Et c'était un secret pour personne. Il a toujours soutenu. Ce qui est normal, puisque le premier vice-président, s'il n'a pas le soutien du président national, il y a un problème, tout de même. Donc tout le monde, tous ceux qui accusent aujourd'hui le chairman, qui lui rentrent dedans, le savent et le savaient. Ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, j'ai une précision à apporter sur, effectivement, la contre-signature de Chéquier en tant que trésorier national. Savez-vous qu'au sein du SDF, le seul vrai trésorier, avec un grand T, c'est Medmbami, père son âme. Celui qui contresignait vraiment, qui voit les espèces passer. En 2011, nous avions dans nos caisses pratiquement 244 millions de francs CFA dans les caisses du SDF. Et ceci seulement à titre de fonctionnement public d'un parti politique représentant l'Assemblée nationale. C'était clair. Depuis la mort de Augustin Mbami, Medmbami, lui ont succédé Étienne Sonkin, qui n'avait plus droit au chapitre au SDF. À aucun moment. Et tout le monde le savait. Alors on vient aujourd'hui jouer au vierge effarouché, le chairman a fait ci, il a fait ça. Tout le monde savait que Sonkin ne voit pas passer la couleur d'un chèque au sein du SDF. Tout le monde le sait, ça. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on vienne s'offusquer que le chairman aurait violé les textes? Bien sûr, on peut discuter sur l'aspect juridique. Est-ce qu'il a le droit de nommer ou de ne pas nommer? Parce qu'en vérité, quand on parle du conseil exécutif, du comité exécutif national, son président, c'est le chairman Idjan Foli. Quand on débat au NEC, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, de manière théorique, tout le monde s'exprime. Tout le monde dit ce qui se passe. Et Dieu sait si je me suis exprimé sur les questions fondamentales du parti, notamment pour le 25e anniversaire. Mais la question, c'est que quand le chairman a donné son opinion personnelle, à 99%, ceci réapparaît dans les résolutions. Tout le monde le savait. On vient jouer aux petites filles aujourd'hui, mais je suis désolé.
La vérité est frappante, elle est nue. C'est comme les fesses, on s'assoit dessus, on n'a pas le choix. Donc, je suis en train simplement de dire aujourd'hui que je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des courants au sein des partis politiques. Le SDF, pourquoi je suis venu à cette émission? Parce que je considère que votre thématique est tout à fait pertinente, car le SDF est un patrimoine historique, national. C'est un parti qui a apporté au débat démocratique, d'ailleurs, je crois que Lucien l'a dit tout à l'heure, au débat démocratique national. Donc, à ce seul titre, vous avez eu raison de poser ça comme thématique aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. Mais sinon, les guéguerres internes propres à un parti, c'est tout à fait normal. Mais arrêtez de jouer au juridisme, parce qu'aujourd'hui, ça ne vous arrange pas. Ça vous arrange de le faire. Comprenez? Pendant plusieurs années, ces pratiques que dénonce mon ami Moustapha étaient largement connues. Très largement connues. Peut-être pas vous. Non, par vous aussi. Peut-être par vous. Par vous aussi. Peut-être connu par vous, Célestin. Je vous en fais pas de reproche. Ce n'est pas un reproche. Dis simplement qu'aujourd'hui, si effectivement une aspiration légitime d'un militant du SDF de pouvoir briguer la présidence du SDF, moi je l'ai fait à 2 reprises, n'est-ce pas? Comprenez? Même si j'ai été blackboulé à ces 2 reprises-là, pour des raisons que j'explique là. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des primaires. D'abord au niveau de la circonscription, au niveau régional, au niveau ensuite de la Convention nationale. Donc dans ce cas-là, si chacun a ses bataillons, il faut préparer ses bataillons. Nietzsche il a les capacités de préparer ses bataillons dans le littoral. Je crois que ce sont des fiefs tout à fait crédibles. Et encore qu'il y a de gros doutes aujourd'hui sur cette capacité de rassemblement au niveau du littoral. Joshua aussi a ses raisons. Je veux dire, c'est ça, tout à l'heure, Guépi parlait de l'arbitre qui serait le peuple du SDF. Donc, effectivement, c'est eux, lors des primaires, qui décident. Qui peut briguer la présidence du parti? On a eu un congrès en 2018 au SDF où on a nommé à la fois le candidat à la présidentielle du SDF, mais en même temps le président national. On a vu les scores qui étaient tout à fait soviétiques de Joshua, tout à fait légitimes d'ailleurs, et d'ailleurs qui étaient soutenus par Maître Ngwana ici. Il ne va pas me dire le contraire. Donc, en vérité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vouloir faire tout un tas de fromage d'une question extrêmement banale dans un parti politique. Lucien Bédima, est-ce que la prise de position du chairman John Froundi, en faisant, on va dire comme ça, la part belle à l'autre aile du parti, c'est-à-dire la faction de Joshua aussi, pourrait avoir des incidences sur la survie de ce parti? Autrement dit, que fera le chairman au lendemain de la réunion de Mbouda, où il a été clairement demandé au chairman de revenir sur sa décision de nomination? D'abord, Bouba, je félicite Célestin quand je vois les deux, un ancien et un actuel membre du SDF. J'ai l'impression que Célestin a la lucidité de l'analyse réelle du SDF. Et d'ailleurs, moi je dis, cette analyse-là fait qu'aujourd'hui, cette honnêteté démocratique fait qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu que Célestin vous soit un autre allié dans d'autres combats au sein de la C'est déjà votre allié. Célestin, c'est déjà votre allié. Permettez. Permettez. Non. Il faut regarder les choses. Je suis président national de l'Alliance patriotique républicaine. C'est déjà votre allié. Nous avons notre projet de société qui n'est démenti par personne. Nos alliances, s'il m'arrive un jour, c'est pas l'alliance avec le pouvoir, vous imaginez bien. Donc, il faut que ce soit clair pour tout le monde. J'ai fait une analyse sur un sujet donné. Vous avez été clair. Vous avez indiqué. En tout cas, vous avez été clair et vous dites clairement que vous n'êtes pas l'allié du RDPC. Oui, c'est une analyse. C'est une analyse. Alors, vous avez été clair. Monsieur Bouba, préciser tout simplement que c'est une analyse qui est très appréciée par le RDPC. Donc, monsieur, en quoi suis-je responsable? En quoi suis-je responsable? Très apprécié, très apprécié. Vous êtes quand même un homme honnête. Vous ne pouvez pas m'accuser d'être responsable des analyses de monsieur Bédima. C'était juste une parenthèse. C'est une parenthèse. Poursuivons avec l'analyse. On ne peut pas remettre en cause ce que dit, fait, ni John Froundi. Parce que je vous dis quelque chose, peut-être même Maître Moustapha et Célestin. Il n'y a pas de Dieu au SDF. Contrairement à ce que vous croyez, on peut remettre en cause ce que le chairman dit. Écoutez. Au SDF, il n'y a pas de Dieu. Ce qu'on devait comprendre, je vous le dis. Au SDF, il n'y a pas de Dieu. Nous savons. Il n'y a pas de Deus ex machina au SDF. Au SDF, je vous le dis,
chaque militant a voix au chapitre. À une réunion, chacun prend position. Il dit ce qu'il pense. Même si on n'adopte pas, il le dit au moins. Ok, Chez vous, vous ne voyez même pas votre président. Permettez quand même vous ne voyez même pas votre président. Ok, d'accord. Même ce ministre ne le voit pas. L'analyse que nous faisons aujourd'hui soit l'analyse qui peut servir à temps réel le SDF. Et d'ailleurs, aucune analyse ne peut nous aider via RDPC. D'accord, maître. Non, c'est autre chose. Mais vos analyses ne peuvent pas nous servir. Parce que vous êtes artisan de la destruction de notre parti politique. Maître, non, Bouba, mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Aucune leçon de vous. Si on nous a invités dans un débat qui concerne le SDF, c'est pour faire de l'analyse. On reconnaît d'abord même l'importance du SDF. Tout à fait. Sur le plan démocratique, sur le plan politique, ce parti a beaucoup apporté depuis 1990. C'est indiscutable. Et je continue à dire, n'en déplaise à maître, que tout ce théâtre que les maîtres sont en train de faire ne fait ni chaud, du respect, ni froid à ni John Fundi. Du respect, je parce que, quelles que soient les conditions, c'est la position de Ni John Fundi qui sera adoptée. Le SDF, tout au contraire, posons-nous la question, Bouba, sans Ni John Fundi, que sera le SDF aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas poser seulement la question à l'envers que oui, le SDF, est-ce que le SDF pourrait éventuellement survivre sans Ni John Fundi? Voilà la vraie question aujourd'hui. Et si on va dans cette question, moi je vais vous dire très clairement, dès que Ni John Fundi va déposer ses valises, ça va être peut-être le début de notre SDF, mais ça ne va plus être cette SDF historique. Parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, confondent même le SDF à Ni John Fundi. Alors, mais je dis aujourd'hui, il est tout à fait clair. Laissez quand même cette opportunité-là à votre président. Et je vous dis, si Maître Moustapha était devenu secrétaire général nommé par Ni John Fundi, aujourd'hui on n'aurait pas tous ces juridismes, tout de nous dire non, il n'a pas le droit, etc. Quand on dit que c'est le nez qui doit donner, mais qui est à la tête du nez? C'est Ni John Fundi. Mais non, mais laissons ça. Apprécions à sa juste valeur les jeunes que Ni John Fundi a décidé de mettre en avant. C'est vous qui passez tout le temps de dire non, il n'y a pas de renouvellement au sein du RDPC. Mais moi, je vous dis, aux dernières élections du RDPC, moi, je suis devenu président de la sous-section RDPC par une lutte très forte au niveau de ma sous-section. Parce qu'il y avait des candidats en face de moi. Parce qu'il y a la liberté démocratique au sein du RDPC. Et nous essayons autant que faire se peut pour maintenir notre base. Pour maintenir notre base dans la suivi, le président national a décidé non, les gens doivent aller aux élections, que ce soit au niveau des primaires. Alors, mais j'ai dit, Ni John Fundi a sa position, a sa vision. Ni John Fundi a fait ce qu'il doit faire comme leader politique. Soutenez Ni John Fundi. Ce n'est pas les fractions, parce que tout le théâtre que Nietzsche fait, il a tenté de le faire au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous avons vu? Indépendamment de la forme, indépendamment de son parti politique, il a voulu prouver qu'il était quelque chose, mais il a eu combien de voix? Je ne crois même pas que ça peut pouvoir. Alors, mais j'ai dit, il faut laisser ce tam-tam. Si vous voulez reconstruire un parti politique, nous avons besoin, nous, dans le RDPC, d'un parti politique comme le SDF. Parce que vous apportez de l'évolution au niveau de la dévolution même démocratique de notre pays. Nous avons besoin de vous, parce que les Camerounais vous font confiance. Nous avons besoin de vous pour résoudre l'ensemble des problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons besoin de vous comme un parti responsable et non comme un parti de petites filles qui va se mettre tout le temps à pleurer parce qu'on n'a pas eu une robe, parce qu'on n'a pas eu... Vous donnez la parole, ne vous inquiétez pas. Alors, mais je coupe en disant, si Nietzsche aujourd'hui parle du cabinet civil, donc Nietzsche met ses pieds au cabinet civil, et qui parle des centaines, vous pouvez m'accuser d'avoir volé alors que vous n'étiez pas avec moi, mais non, ce sont d'arrêter cette politique. Je n'ai pas besoin de parler de lui. Alors, il faut qu'il sache qu'effectivement, s'il a participé avec Joshua à prendre l'argent des Camerounais, un jour, ils vont rendre gorge. Alors, Alex Nguepi, s'achemine-t-on vers un SDF bis ou vers la création d'un autre parti d'opposition tendance SDF au cas où le chairman ne venait pas à répondre aux attentes de cette faction réunie du côté de Bouddha? Oui, à première vue, c'est ce qu'on peut penser. On peut penser que là, on aura un SDF bis. Hein, parce que cette faction qui s'est réunie à Bouddha, c'est une faction assez solide. Ce sont des personnalités assez fortes. J'ai vu des honorables, j'ai vu des sénateurs, j'ai vu des maires dans cette faction-là. Donc c'est une faction assez forte. Hein. Même si je dois avouer que la grande majorité de cette faction,
ce sont des gens qui appartiennent tous à une région, c'est-à-dire à 75%. Non, ils ne feront rien. Malheureusement, c'est ce qui m'a un peu déçu, de me rendre compte que 75% des gens de cette situation sont tous originaires d'une région. Donc je préférais pas citer la région de peur comme taxe. C'est très bien d'ailleurs. Ok. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Je vais dire, je suis ce plateau, les gens disent que l'honorable Nietzsche aurait pris de l'argent au cabinet civil. Et j'ai vu le regard, le petit sourire de Lucien Medima. Oui, de M. Diba du RDPC. Vous savez, l'opposition camerounaise doit arrêter avec les suspicions. Ça joue le jeu du RDPC. Ils aiment cela. Ils aiment dire que tel a reçu des X ou Y. Est-ce qu'ils le font? Ils aiment mener cette suspicion. Tous les partis politiques camerounais, non, telle personne est proche du RDPC, c'est un infiltré. Et le RDPC accentue cela. Ça ne sert pas le RDF. Quand le juriste membre du RDF sur ce plateau laisse passer une telle information, il ne rend pas du RDF. Je ne laisse pas aucune information. Permettez-moi. Non, de vouloir faire croire que peut-être que Nietzsche n'aurait pas été au J'ai dit que je ne connais rien au sujet. J'ai bien précisé que je ne connais rien au sujet des mallettes. Laissez-moi m'exprimer. Je l'ai dit ici. Vous avez dit que je ne connais rien au sujet des mallettes. Je ne parle que de ce que je connais. Vous êtes un avocat, vous ne pouvez pas parler de ce qui peut vous retomber dessus. C'est le point d'audition. On a clarifié. Donc, laissez croire, peut-être parce qu'il y aurait des tendances, une fraction Nietzsche, et qu'on peut laisser croire l'opinion publique aussi aurait reçu de l'argent et croire que que ça va servir les batailles internes, c'est mauvais pour le SDF. C'est-à-dire que vous envoyez un mauvais message aux populations. Il faut démentir. Je ne pense pas, à mon avis. Oui, non, permettez-moi s'il vous plaît. Je ne pense pas, à mon simple avis, je ne pense pas. En politique, je ne pense pas que ni Nietzsche, ni Oshi aurait pris de l'argent au cabinet civil. C'est très mauvais. J'ai le sentiment qu'on fait deux émissions différentes. Permettez-moi, c'est extrêmement mauvais même pour l'opposition. Parce que je vous le dis, M. Bouba, le RDPC est maire dans l'art de la manipulation. Et ils vont vouloir faire croire au plan camerounais que l'opposition camerounaise est à mesure de prendre l'argent au sein du RDPC. Et ça, et nous fait fuir, et faire ce que nos voix vont s'envoler. Et accentuer ce qu'on appelle l'abstention. C'est pas bon. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose qui me tient également à cœur. Dire que, je dis, ce qui se passe, je vais encore le réitérer, au sein du SDF, pour moi, c'est une expression démocratique. Malheureusement, je dois aussi dire à M. Ngoya que Fundi est un dieu au sein du SDF. Pour moi, c'est un dieu. Ça fait 30 ans qu'il est aux affaires. Comme M. Paul Biya est également un dieu au sein du RDPC. À la différence que Fundi est visible. À la différence que Fundi est visible. est un dieu. Continuez à citer les dieux. Pas du tout. Parce que dans le je n'ai pas de politique. Non. J'arrive. Pas du tout. Quand M. Kamto fera 25 ans du MRC, alors je vous dirai que c'est un dieu. Pour l'instant, M. Kamto n'est pas à 25 ans. Le dieu pour vous, c'est au niveau de la longévité? D'abord, parce qu'on c'est au niveau des actes posés au quotidien. Je vous dis, on ne peut pas dire qu'on veut déloger M. Biapol qui a fait 40 ans au pouvoir et rester soit 30 ans SDF. Lui-même l'a dit tout à l'heure. Le sénateur Jamin tout à l'heure l'a dit, le président l'a dit tout à l'heure, que quand le président Fundi donne son opinion, ça devient l'argent du SDF. Ce qui est mauvais pour la démocratie. Parce que dans un parti politique, c'est pour la direction du parti. C'est pas le président qui donne son bon vouloir, non. C'est que les instances habilitées débattent sur une question et ils décident de quelle raison prendre. Ça peut être par voie électorale et une fois que cela est pris, alors le parti... le président ne peut qu'avoir son opinion que s'il y a égalité des voix. Malheureusement, au Cameroun, en Afrique, nous sommes extrêmement loin des pratiques démocratiques. C'est-à-dire quand le président rêve, il a fait un rêve là, il vient, ils sont communiqués, et toutes les personnes du parti doivent s'y adhérer. Donc vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas... Ok, c'est des choses... Nous sommes très contents. Donnez-moi une seconde. Non, j'ai pas fini. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. On va vous donner 10 secondes pour terminer, pour chuter. Ne nous éloignez pas. Je vous donne la parole. 10 secondes également. Je vais également dire à mon cher ami ici sur le plateau, c'est que il a dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Il y a cela 20 ans ou 25 ans, Fundi, quand il toussait, Bamenda bougeait. Comment peut-on comprendre que Dini John Fundi soit exilé politique à Yaoundé? Ça veut dire que Dini John Fundi n'est plus habité du SDF. Et je dis, je réitère, ceux-là, le camp progressiste que j'appelle le camp aussi,
c'est légitime qu'ils prennent le SDF. L'autre camp conservateur, que j'appelle le camp Nietzsche, ils ont toute la légitimité, mais ces deux personnalités, ces deux camps doivent s'entendre et décider ce qui est bien. Autrement dit, s'ils ne s'entendent pas, ils n'entendent pas quelqu'un d'autre. Un troisième larron. Et leur rafler la mise. Un troisième larron. C'est important que l'honorable Nietzsche, l'honorable aussi, se retrouve, se parle et trouve des solutions pour l'intérêt du SDF et pour l'intérêt de l'opposition, afin que l'opposition camerounaise conduise le peuple camerounais vers le bien-être. 30 secondes pour vous. Non, je voudrais féliciter mon ami du MRC. D'ailleurs, je crois que vous êtes en train de préparer un congrès bientôt là. Et il serait vraiment de bon ton que le professeur Kamto laisse la place très vite pour qu'il ne devienne pas un dieu. Monsieur Kamto, président Kamto, encore... C'est juste une précision, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, c'est juste une précision. Je vous en prie. Alex, s'il vous plaît. Vous venez de démontrer comment, quand quelqu'un tue, etc., ça devient autre chose. Parce que c'est très facile pour le MRC de donner les leçons au SDF, au RDPC. Mais les mêmes leçons, vous ne pouvez pas vous les appliquer. Quand le professeur Kamto s'est levé un bon matin, tout seul dans sa petite chambre, et décider que le MS ne part pas aux élections, vous étiez parfaitement d'accord avec lui. Il a réuni s'il vous plaît. Il n'a réuni aucune équipe. Il n'a réuni personne. J'étais à Yaoundé. S'il vous plaît. Justement. Il a encore peut-être des milliers de mais je dis, vous devez voir ce qui se passe dans votre propre parti et laissez de critiquer le RDPC. Laissez-nous dans notre manière de gérer et ne croyez pas que c'est le MRC qui a le meilleur fonctionnement des partis politiques. Parce que vous avez aussi un dictateur à la tête de votre parti qui fait ce qu'il veut et vous le suivez que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Ok, Lucien, non, je vous donne la parole, rassurez-vous. Mais il y avait Célestin qui voulait apporter une précision de taille pour que... Il faut sortir de cet angélisme qu'il y a dans les partis politiques. Il est tout à fait normal qu'un président national ait de l'influence dans les décisions d'un parti politique. Il y a le droit qui encadre les textes juridiques d'un parti politique. D'ailleurs, c'est indispensable. Quand vous allez au MINAT déposer les statuts, on vous demande le projet de société et si vous adhérez aux principes républicains, aux valeurs républicaines. Ça, c'est un principe qui est non négociable quand vous déposez les statuts. Maintenant, dans la vie réelle, parce que moi, je suis homme politique, et, excusez du peu, je réagis dans une lecture, une lunette politique. Quand le président donne sa vision, bien sûr qu'il ne l'impose pas, non, dans tous les partis politiques. Je dis bien dans tous les partis politiques, pas seulement en Afrique d'ailleurs. Dans le monde Mitterrand, vous l'avez vu, Ouad, vous l'avez vu, Macky Sall avec son parti, vous l'avez vu. Quand le président donne sa vision, à 95% des cas, eh bien, l'Assemblée présente a tendance à aller dans ce sens. Tout à fait normal, puisque le président, c'est qui dans un parti politique? C'est la vitrine légale. Il a toute capacité plénipotentielle d'agir au nom du parti politique. Agir pas seulement sur le plan juridique, l'accès à la justice. Et d'ailleurs, qui a été stigmatisé quand Grégoire Duboulet est tombé en 2006? C'est bien le chairman qui a été mis en examen. C'est lui qui a pris sur lui, c'est tout à fait normal. Donc, quand on fait un débat politique, évitons de nous comporter comme des technocrates du droit. Certes, le droit est incontournable, parce que le parti politique a besoin, effectivement, d'avoir le droit dans ses textes, d'encadrer le conseil disciplinaire, etc. Mais le chairman Idon Fondi ne pouvait pas garder en son sein ses dissidents, encore qu'il ne les ait pas exclus. Il fut un temps où le 8-2 était distribué comme des petits chocolats. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est plus le cas. Donc la vérité aujourd'hui, c'est que, en effet, le chairman, même s'il est à deux doigts de sa retraite politique nationale, a décidé tout simplement de laisser le parti en ordre de bataille. Maintenant que l'honorable Joshua, l'honorable Nietzsche se battent comme de loi en foi en loi, ben c'est tout à fait normal. Laissez-la se battre et de toute façon, il y a toujours les canons du SDF, il y a les primaires, il y a les élections, il y a tout cela. Il va battre campagne si vous voulez briguer la présidence du parti. C'est tout à fait naturel, donc arrêtez de faire un ramdam, une chose tout à fait naturelle. Vous voulez apporter juste une précision vraiment pour ne pas s'attarder sur cette question. J'amène à changer de position quand il prend des partis politiques. J'ai changé de position. Je rappelle les canons d'un parti, je ne change aucune position. Je dis simplement que dans un parti politique, le président a de l'influence. D'accord. On va faire table rase de ça. Ok, c'est noté. Je vais dire pas, il y a une pression à faire, et je profite de faire pression comme le président Djamene est là,
parce que pour membre du MRC, membre du directoire, j'ai été à Yaoundé lorsque les décisions de n'importe quelle élection ont été prises. J'ai été à Yaoundé. J'ai assisté à cette réunion-là. La réunion a eu la conférence a eu à 11h30. 11h30. La réunion a eu à quelle heure? Non, la conférence. Il n'y a pas eu de réunion. Permettez-moi. J'ai assisté à cela. Et le président, quand il est entré, tous les départementaux étaient invités à cette réunion. Et là, j'ai été invité. En tant que départemental, j'étais invité à cette réunion-là. Il n'y a eu aucun débat. Le président, permettez-moi, monsieur Diamé. Il donne sa version des faits. C'est sa version. Je le dis, vous êtes contre l'opposition. Il n'y a jamais eu de débat. Vous partagez la vie des médias. Vous aurez votre parole. Vous aurez votre parole. Permettez-moi de vous être à 7h à Yaoundé. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. S'il vous plaît, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Ce n'est pas possible que je sois là. Aucune tête de liste le dimanche, le plan Célestin était sur Douala. J'étais obligatoire. Permettez-moi, s'il vous plaît. J'étais sur Yaoundé. Le président Maurice Kamto est entré dans la salle. Il a exposé les faits. Oui. Il y a eu débat. Et il a demandé si quelqu'un avait un mot à dire sur la question. Personne n'a dit mot. Évidemment. Les gens ont acclamé. Pas acclamation, qui d'ailleurs même un mot de même à l'Assemblée nationale pour voter une loi. La première mesure pour voter une loi à l'Assemblée nationale, c'est pas acclamation. Donc il y a eu acclamation. Nous avons accepté de ne pas aux élections. Je comprends très bien que le président... On va pas. S'il vous plaît. Donnez-moi 2 secondes. Vous voyez bonjour la parole. Le président Kamto n'a nullement imposé sa décision. Alex Guépi, donnez-moi 2 secondes. Alex Guépi, vous voyez que je vous ai donné la parole pour apporter votre précision. Extrêmement bref. Non, on n'a pas besoin. Vous ne savez pas la extrêmement bref. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Pour des raisons. S'il vous plaît. Alex, je vous en prie. Je vous ai laissé présenter votre version des faits. Les uns les autres. Pourquoi vous ne voulez pas que... Vraiment, c'est pas... 2 secondes. Pour des raisons totalement évidentes et pratiques. Une tête de liste à Douala. Le 25 novembre 2019 ne peut pas être à Yaoundé le lundi 25 novembre à 7h alors qu'il est tête de liste. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est le cas de Michel Ndongue, c'est mon cas personnel. Conséquence, quand on dit qu'il y a eu convocation du directoire, c'est archi faux. Elle a été théorique. Pourquoi je dis ça? Parce que la conférence, permettez-moi, le Conseil national, vous voyez que je vous ai donné, s'il vous plaît, Célestin, je vous en prie. Je vous en prie. Célestin, il m'interrompt, pourquoi? Non, Célestin, vous avez dit qu'il n'y a pas eu débat. On vous a compris. Lui, il dit qu'il y a eu là-bas. S'il vous plaît. Je vous en prie. Le Conseil n'est pas la thématique. Non, pas du tout. Non, pourquoi tu vous en prie, Célestin? Pas du tout. Célestin, je termine. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de débat. Non, il n'y a pas de débat. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de débat, on vous a compris. Lui dit qu'il y en a eu, l'autre dit qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Il y a eu conférence de presse. Merci pour ça. Voilà la réalité. S'il vous plaît, Alex. Vraiment, vous allez permettre à nos téléspectateurs de suivre la thématique du jour qui ne concerne pas le MRC. Quand ce sera le tour du MRC, vraiment, on va surabondamment se prononcer sur la question. Et je veux qu'on termine avec vous, parce que nous avons une dernière thématique encore, qui va nous prendre quelques temps, sur la question du SDF. Quel SDF au lendemain de la réunion de Bouddha? Je voudrais préciser d'entrée de jeu que j'ai entendu Célestin, peut-être qu'il est très intéressé par les questions d'argent. Indiqué ici là pourquoi tu dis ça? Parce que indiqué ici là que nous... pourquoi tu dis que je suis intéressé par la question d'argent? Parce qu'il a prétendu ici qu'il y a une somme de 495 Non, c'est pas moi qui ai prétendu. En tout cas, il y a une somme qui a été révélée publiquement d'un montant de 496 millions qui a circulé au cabinet civil. Je vous en prie, c'est pas que j'aime les questions d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. D'accord, merci pour cette précision. Maître Mbouada, vous terminez. C'est pas pour rien qu'il a créé sa part, donc voilà. Maître Mbouada, allez-y, poursuivez. Blague un peu... Maître Mbouada, je vous en prie. D'accord. Sur ma question. Je voudrais vous dire une chose, c'est que, contrairement à ce que vous croyez, parce que quand vous dites qu'il y a un camp Nietzsche, il y a un camp aussi, quoi que ce soit, je dois préciser qu'à Bamenda,
à Bouddha, s'est réuni les personnes qui voudraient que le SDF retrouve ses fondamentaux. Et il n'y a pas une personne qui dirige, je vais y dire, le groupe de Bouddha. Et il faut savoir que sur le plan hiérarchique, on avait même le deuxième vice-président national du SDF qui était présent. Il y avait la 4e vice-présidente qui était également là. Donc il faut savoir que sur le plan hiérarchique... La 4e vice n'était pas là. En tout cas, elle a assisté à la réunion. Elle n'était pas là. Elle a assisté à la réunion. Je vous en prie, laissez-moi finir. Tous n'étaient pas de l'Ouest. C'est une question. Vous savez... Vous voulez pas la dire? Vous savez... Non, vous pouvez essayer, comme dans votre diversion habituelle, de tribaliser les débats au Cameroun. Non, je n'ai pas tribalisé. Je pose une question. Il a dit tous ce sont pas de l'Est. Pourquoi vous parlez pour penser à l'Ouest? Pourquoi? Pourquoi? Vous comprenez donc cette petitesse-là, qui a une marque de fabrique du RDPC. Ah oui, qui a une marque de fabrique du RDPC. Je n'aime pas dans ce débat-là. Je n'aime pas dans la gadoue. Je ne vole pas Razmout. Je suis à un autre niveau. Vous ne pouvez pas je vous présente vision à APA en disant qu'on parle d'argent chez APA. Donc vous ne pouvez pas prévoir vos propres turpitudes. Voilà ce qui se passe. Ce que je précise, c'est que il y a des personnes qui étaient présentes à Bouddha n'appartenaient pas à la même région du Cameroun. Et Bouddha a été choisi parce que on pouvait faire une réunion à Bouddha et que ceux qui sont à Bamenda puissent rentrer suffisamment tôt pour éviter, par exemple, d'être aux prises avec la nuit et par exemple, les Ambazoniens. Donc, il y a des raisons fondamentales. Et au-delà de ce que le siège du parti Bamenda, il faut comprendre les raisons. Et il y avait des personnes qui ont assisté à la réunion et qui appartiennent à toutes les régions du Cameroun. Et maintenant, comme vous... Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Maître Ngouada Moustapha, si le schéma ne venait pas accéder à vos doléances? C'est de ça qu'il s'agit là maintenant, la question que je vous pose. Le schéma n'arrive pas à accéder à nos doléances. Je vous précise que nous obtiendrons que le SDF fasse son aggiornamento. Ceci n'était que le premier jet. Nous obtiendrons que le SDF fasse son aggiornamento et il le fera. Contrairement au RDPC, dans lequel le débat démocratique est constipé, où on ne peut pas, après le président Paul Biya, il n'y a pas de lisibilité. Nous, au SDF, il y a de la lisibilité. Et c'est même parce qu'il y a de la lisibilité que nous nous sommes réunis et que nous sommes en train de poser des actes qui vont contribuer à la revivification de notre parti. Et le SDF est un parti qui va s'inscrire dans la postérité. Nous aurons pu le laisser mourir. C'est parce que nous, qui nous sommes réunis, nous estimons qu'on ne doit pas laisser le SDF mourir. Et c'est le retour aux fondamentaux que nous réclamons. Le retour aux fondamentaux. Ces fondamentaux-là qui ont permis à notre parti d'être la force qu'il était autrefois. Notre parti est un front. Donc ça veut dire que c'est un parti qui est fait pour la lutte. Pour les luttes politiques. Et aujourd'hui, j'ai entendu certains de mes camarades parfois critiquer, j'ai envie de dire, le parti de Alex Nguepi. Parce que ce serait un parti qui serait fondé. C'est nous qui avons commencé la fronde. C'est nous qui avons commencé les marches. C'est nous qui avons inauguré les emprisonnements politiques. C'est nous qui nous sommes battus les premiers. Tout roi, tout honneur. Pour que nous ayons toutes les améliorations que nous avons aujourd'hui dans le code électoral. Et malheureusement, on se rend compte que le SDF commence à devenir pusillanime. Il commence à cesser de lutter. Il se ramollit. Et nous ne voulons pas que le SDF se ramollisse. Le SDF doit reprendre la place qui est sienne dans le conseil de l'opposition pour que nous puissions ensemble bâtir une force véritable qui va permettre au RDPC de donner à la posture camerounaise de pouvoir s'en sortir. Et vous, le RDPC, vous êtes responsable de la déliquescence de notre pays. Donc il faut arrêter sur un plateau de télévision de faire des transes jubilatoires et de vouloir donner des leçons aux gens. Et quand un homme politique se lève sur un plateau de télévision, il demande tous ces gens sont de l'Ouest. À quoi est-ce que cela renvoie? À quoi cela renvoie? N'insistez pas. Le tribalisme institutionnel. N'insistez. Oui, non, je précise. N'insistez pas sur cette question. Vous l'avez déjà martelé par 2 fois. C'est pas nécessaire de... Nous qui faisons... Quand on dit qu'un parti politique a créé sa part, ça veut dire quoi? C'est le même registre. Hein. Vous ne pouvez rien reprocher à M. D'accord. Vous savez, vous pouvez absolument rien reprocher à M. Je suis d'accord avec la même chose. Je suis d'accord avec le président. Vous n'avez aucune leçon morale à donner à M. Benima. Parce que tout à l'heure... J'ai dit qu'il aime parler d'argent. Non. Vous n'avez aucune leçon d'argent qualifiée moralement à faire de leçons au RDP. Tout à l'heure, vous avez voulu faire croire public et dit c'est très mauvaise proposition que le président Jamel pourrait être proche du RDPC. Et heureusement qu'il a recadré. L'opposition camerounaise
doit arrêter. Monsieur, j'avais la parole. J'avais la parole. J'avais la parole. Ok, d'accord. Merci. Merci. En matière d'argent, le SGF s'y connaît. Je peux en parler des tonnes d'heures. Bouba, ce que je veux dire, c'est que j'ai été surpris que vraiment finissez en 30 secondes. Que les thèses développées par Djamène soient supportées par le RDP, c'est ce que j'ai dit. Et alors, ça indiquait, je me suis prononcé sur le SGF. Que le RDP, c'est le représentant chanson, je les regarde. D'accord. En quoi le SGF, en quoi ça me concerne? Le SGF suivra son leader, qui a d'ailleurs, si je n'abuse, indiqué qu'il ne se représentera plus à une élection. Et il a montré la voie déjà en 2018 en n'étant pas candidat à la présidentielle. Donc le SDF est en train de se préparer à faire sa mue. Mais maintenant, nous qui nous sommes réunis à Bamenda, nous voulons que cette mue puisse se faire dans des délais on ne peut plus raisonnables. Que notre congrès qui est prévu pour 2023 ne soit pas renvoyé. Que si on peut le convoquer même de manière extraordinaire, que cela soit fait pour que nous puissions réécrire notre histoire de manière noble. Merci, Moustapha. Voilà, malheureusement, nous n'avons plus assez de temps pour poursuivre cette première thématique. On fait rapidement un dernier tour de table sur la question de la vie chère. Le gouvernement qui a pris, à travers le ministère du Commerce, quelques dispositions, ne serait-ce que pour la ville de Yaoundé, avec à partir du 27, quand on connaît la flambée des prix sur le marché des produits de première nécessité, un mois durant, et puis cela va s'élargir sur l'ensemble du territoire camerounais. Une solution quand même à saluer. Non, je crois que c'est une solution totalement cosmétique qui est, en mon sens, totalement ridicule. Parce qu'en vérité, un ministre ne va pas se transformer en commerçant. Aller vendre les patates et les macabos sur le boulevard du Venin, alors qu'il y a des réformes profondes en matière agricole à engager, tout ça quand même assez extrêmement grave. Depuis plus de 50 ans, on nous sort les prix des matières premières, le FMI a monté et descendu, il y a le prix du pétrole qui a grimpé, il y a la dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Mais finalement, qu'est-ce que nous on fait en tant que nation pour changer la donne? Le franc CFA, est-ce qu'on a posé la vraie question sur le tableau? Jamais. L'exode rural des jeunes qui viennent faire de la moto à Douala, Yaoundé, et qui sont concurrencés par d'autres individus venant d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait faire un exode urbain? Allouer des terres à nos jeunes enfants, leur apprendre des techniques agricoles, leur apprendre à commercialiser leurs produits, leur apprendre à les vendre. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre aujourd'hui sur une table ronde de se dire l'agriculture, c'est quand même la colonne vertébrale de l'économie camerounaise. Bien sûr qu'on a du pétrole, du coltan, du cobalt, etc. Mais quand même, on a quand même l'or vert. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Au lieu de cela, on nous fait valoir des arguments à n'en plus finir. Il faut que ça s'arrête. La vie chère, elle ne vient pas de nulle part. Qu'est-ce qu'on en fait du pouvoir d'achat des Camerounais depuis des lustres? On ne fait rien. Le SMIC a-t-il bougé? La réponse est non. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Il y a des questions fondamentales. Alex Au lieu de ça, on nous fait des c'est une solution cosmétique pour vous, non, il faut arrêter avec ça. Du ministère du Commerce de pouvoir quand même subvenir aux besoins. Je vais rejoindre le président Djamène. C'est une comédie. Il faut qu'on soit clair. C'est une honte de voir un ministère du Commerce, un ministre du Commerce en train de lui un Bayam Salam. Parce qu'il fait du Bayam Salam, il s'en va à Yaoundé là. Bon, il va vendre le Camerounais. Combien, bon, ma maman qui se trouve, ma grand-mère qui se trouve à Olamze, elle fera comment pour avoir accès à ces produits? Il a pensé, lui, celui qui se trouve à Bamenda, celui qui se trouve au Libéral. Vaut mieux commencer quelque part. Non, on commence par la région du centre. Non, c'est mauvais. Non, c'est même pas une solution envisageable. Ok? Quand vous voulez résoudre le problème d'inflation, vous vous projetez dans le futur. Vous ne pouvez pas résoudre ça à l'instant T. Je vais rappeler, j'étais au Gabon l'année 2012, quand Hollande s'est installé au Gabon. Hollande est venu au Cameroun. Hollande c'était au Cameroun. Les commissions, les surtaxations du gouvernement camerounais a poussé Hollande, qui est une entreprise, je crois, indienne, à aller au Gabon. Et le Gabon, qui n'était pas producteur d'huile, est devenu le premier producteur d'huile presque africain. Et le Gabon, aujourd'hui, vend de l'huile au Cameroun. Donc, comme solution, le gouvernement peut penser d'abord par acheter, à importer à partir du Gabon.
cette tarif douanier qui existait entre Atiossi et Mbam devait être levé. Maintenant, le gouvernement camerounais, pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais ne pose pas les bonnes questions économiques? Est-ce qu'il ne faille pas peut-être revoir le SMIC camerounais, c'est-à-dire relever le niveau de vie des Camerounais, le panier d'aménageurs? Ça peut être une solution qu'on peut aborder. Est-ce qu'il ne faille pas pour voir au niveau des impôts, c'est-à-dire qu'aller subventionner les entreprises qui font dans la production des produits, des denrées de première nécessité, notamment, je vais vous rappeler une anecdote, c'est que dernièrement, pour acheter 1 litre d'huile, dont je ne vais pas citer le nom, dans un magasin de la place, j'étais avec mon épouse, tu m'as dit, elle m'a appelé de venir. Pour acheter 1 litre d'huile, on vous exigeait 1 demi-kilo de viande. Vous imaginez 1 demi-kilo de viande. Je ne vais pas citer histoire Boulam, je ne citerai pas le nom de ce magasin pour ne pas attirer une mauvaise publicité sur eux, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, comme solution, c'est-à-dire que si vous n'achetez pas le kilo de viande, vous n'avez pas d'huile. L'huile au Cameroun. Et si vous êtes végétarien comme moi, vous faites comment? Je vous dis, c'est ce qui s'est produit. Manger la viande. J'étais scandalisé, ça a produit une semaine. Donc, comme autre solution, c'est-à-dire que l'État camerounais peut penser à la subvention. Subventionner en réduisant des impôts des entreprises, c'est-à-dire faire ce que l'entreprise paye moins d'impôts, afin qu'elle puisse repercuter ça au niveau des prix. C'est une solution, même s'il fallait reconnaître que la demande est excessivement élevée et l'offre est basse. Pourquoi l'offre est basse? Parce que les choix des politiques agricoles, des visions économiques ont échoué. Par exemple, du blé. Les 1200 000 francs CFA que le gouvernement camerounais veut emprunter pour construire la voie de contournement de Yaoundé, alors que l'autoroute n'existe même pas, qui est 1200 milliards de francs CFA. Alors, si l'État camerounais prenait ces 1200 milliards de francs CFA là, disait, nous allons investir 1 milliard, seulement 1 milliard par arrondissement. 1 milliard. Vous allez par exemple dans le sud du Cameroun, dans la ville d'Ambam. Vous dites chaque arrondissement, il y a 4 arrondissements, 1 milliard. Vous allouez 10 hectares de terre aux jeunes. Par hectare de terre, vous les subventionnez 10 millions de francs CFA. Et les mairies vont poursuivre cela. Alors, avec ces produits qui vont être produits par exemple le manioc, du côté de l'ouest du Cameroun, par exemple chez moi à Fokwe, on peut déjà produire du blé, au nord on peut produire du blé. Donc vous confiez dans cette gestion-là aux collectivités locales décentralisées qui vont donc inclure les jeunes de la localité et qui vont donc produire ces denrées-là. Et bon, donc, il y a tellement de solutions. J'ai suivi même, on parle d'import substitution. L'import substitution, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas d'aller importer des produits, venir revendre. Donc, toutes les solutions sont là, mais il s'avère que la cherté de la vie que nous avons aujourd'hui, je vais réitérer à mon cher ami qui est là, qui est du NDPC, je vais lui dire que c'est encore un échec des politiques économique du RDPC. Si les Camerounais ont la vie chère, parce que vous, RDPC, en 40 ans, pour chuter M. Bouba, en 40 ans, vous n'avez pas su créer les richesses, créer les valeurs ajoutées, vous passez le temps à ne qu'importer, vous passez le temps à vous focaliser dans la production des denrées qui sont exportées, qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le Camerounais. Donc aujourd'hui, il est question, et le peuple camerounais doit comprendre, ceux qui sont en train de consommer ces produits, qui subissent l'inflation, et que vous voulez faire croire que c'est à cause des problèmes exogènes de la guerre ukrainienne. Elle est fausse, c'est parce que vous n'avez pas investi suffisamment dans l'agriculture, et ce sont vos échecs. Alex, vous comprendrez que quand vous provoquez le RDPC, quand vous avez la riposte, vous devrez également souffrir de bien écouter. Ils sont dans l'échec. D'accord, mais vous avez provoqué aussi, mais quand le RDPC vous donnera sa réponse, vous n'allez pas empêcher aux militants du RDPC de s'exprimer sur cette question. Alors, entendre parler, Alex Nguépi, ce sont des solutions cosmétiques que le RDPC propose aux populations, et pendant ce temps, ce sont les populations qui payent la note et qui trinquent. D'abord, Bouba, je voulais dire que, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Célestin, dont je ne peux même pas parler de M. Nguépi. On a l'impression qu'ils font une analyse de la vérité au Camerounais, comme si nous vivions encore aujourd'hui dans un système clos qui n'a rien à voir avec les solutions exogènes. J'ai dit non, ce n'est pas le cas. C'est la guerre nucléaire. Il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je viens d'être surpris, comme moi, M. Nguépi dit, on ne doit pas exporter.
On ne doit pas importer. On ne doit pas importer. Au même moment, il nous demande d'aller acheter l'huile au Gabon. Je n'ai pas dit cette ça. contradiction, permettez, c'est-à-dire la capacité, l'autre capacité de suivre l'autre est vraiment très importante dans ce débat. Nous sommes des hommes politiques, des leaders d'opinion. J'invite toujours le MRC à être respectueux, mais c'est ce que de ceux qui sont en face de lui. Je vous respecte. Alors, mais je voudrais dire à M. Nguepi que non, nous on a commencé même à penser à tous ces problèmes. D'ailleurs, avec le professeur Kamto qui a été ministre du RDPC pratiquement pendant 8 ans. Faux. Je crois que le professeur Kamto a contribué aussi lui-même à sa manière à mettre ce qui se passe aujourd'hui en place. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Ce ne sont pas des problèmes de situations cosmétiques comme on veut bien le voir. Moi, je félicite le ministre Mbargatana qui se bat dans un environnement très difficile. Aujourd'hui, l'inflation n'est pas un problème camerounais. D'ailleurs, quand on me parle du relèvement du SMIC, M. Bouba, le relèvement du SMIC est sur la table, le gouvernement en discute, mais il faut savoir que le gouvernement, même quand on aura décidé, aujourd'hui le Code du travail camerounais permet à un employé de négocier directement avec son salarié. Donc c'est une affaire aussi qui va concerner les privés. Il faut aller dans le sens d'aménager l'environnement économique du Cameroun. On n'en discute pas. Mais on ne peut pas mettre de côté le fait qu'aujourd'hui, au niveau des pays occidentaux, nous avons des taux d'inflation qui frôlent les 15, 20, voire 25%. Et que nous voyons comment l'économie mondiale, à cause de la guerre d'Ukraine, est en train de s'écrouler. Les engrais dont tu parles, s'il faut soutenir les gens de l'Ouest dans sa politique qui est plus ou moins cosmétique, il ne sait pas que les Camerounais, aujourd'hui, nous ne produisons pas suffisamment d'engrais. Ça venait de l'Ukraine, ça venait de la Russie, en ce qui concerne le blé. Donc, la guerre aujourd'hui qui se passe au niveau de l'Europe, c'est une guerre qui a une valeur ajoutée dans ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'inflation. Mais il faut se réinventer. D'ailleurs, nous le faisons depuis. Aujourd'hui, on a beau dire les Camerounais ne meurent pas de faim, c'est que je sache. Mais le ministre Mbarga évolue dans une situation dont il n'a pas tous les leviers en main. Lorsque je n'ose pas prononcer une entreprise qui peut-être fournit, je ne sais pas, du poisson, et qui décide peut-être de ne pas livrer tout ce poisson-là, alors mais le ministre Mbarga, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la négociation permanente avec le secteur privé. Dans la négociation permanente, le gouvernement hier, avec tout ce que nous faisons. Est-ce que vous savez que s'il n'y avait pas la CSPH au niveau des prix de stabilisation des hydrocarbures, aujourd'hui, le prix du gaz serait peut-être multiplié par 2 ou 3. Le prix du pétrole serait multiplié par 2. Le Cameroun a tout fait pour essayer de stabiliser. Grâce justement à ces politiques de prix de stabilisation, que ce soit au niveau de la SNH, que ce soit au niveau de la CSPH, le Cameroun est en mesure aujourd'hui de stabiliser. Mais j'ai dit, je continue à dire aux Camerounais non. Nous sommes, d'ailleurs le Cameroun, c'est un pays des travailleurs. Le Cameroun n'est pas un pays qui vient, ces Camerounais-là, qui viennent au niveau du plateau aussi, disent non, on n'y peut rien. Moi, je suis de l'arrondissement. Vous avez échoué. S'il vous permettez, je suis venu, je suis président des élites de ce côté-là. Je crois que chez nous, il y a l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui, nous approvisionnons les marchés, que ce soit des sauces, que ce soit des moments, parce qu'il y a une mobilisation. Peut-être que vous ne voyez pas cette mobilisation, l'État a pris à bras le corps le problème d'inflation. Et je crois qu'aujourd'hui, l'inflation au Cameroun est plus ou moins maîtrisée. Mais les effets exogènes nous empêchent d'aller au-delà. Donc, ce que fait le ministre Mbarga aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'effet. Mais cependant, il faut l'encourager. Tout au contraire. Il faut appeler le secteur privé à soutenir cette politique gouvernementale parce que ça concerne nos populations et le pouvoir d'achat est un problème global. Alors, Maître Moustapha Ngouada, quand on se rend compte que le panier de la ménagère a toujours des problèmes, quand on va au marché, et c'est une inflation totale, et des produits qu'on cultive sur place, et des choses qui ne sont pas importées, on voit que les prix sont doublés, voire triplés. Après, on vient vous parler de l'Ukraine, des choses qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Il faut quand même s'en inquiéter, non? Il faut absolument s'en inquiéter pour dire que le Cameroun avait atteint dans les années 70 l'autosuffisance alimentaire et que nous souffrons cruellement d'un problème de vision
Et les problèmes de notre économie sont des problèmes qui sont purement structurels. Donc, ce n'est pas la conjoncture actuelle qui justifie, par exemple, les difficultés que notre économie connaît. Notre économie, il y a une forte extraversion de notre économie. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Le président Ahidjo, par exemple, avait des solutions. Dans la Damawa, il y a une localité qu'on appelle Wassandé. Il y avait 600 000 hectares qui avaient été mis à disposition pour la culture du blé. Et l'État subventionnait chaque année à hauteur, je crois, de 15 milliards. Et ce blé-là, avec, je crois, l'aide de l'IRAD, on avait fait des travaux qui permettaient d'avoir déjà une qualité de blé qui pouvait permettre qu'on ait 4 hectares, qu'on ait 4 tonnes, 2 ou 3, 4 tonnes à l'hectare. Et tout ça a été, la souris blé a été pillée et elle a été complètement abandonnée. Nous avons une ville qu'on appelle Tinière. Tinière, pour ceux qui savent parler au football, c'est Tinière, ça veut dire l'oignon. Donc c'est une ville dans laquelle on cultive les oignons. Mais aujourd'hui, le Cameroun importe des oignons de la Hollande, ce qui est incompréhensible. On importe même les haricots de la Chine, ce qui est inacceptable. Parce qu'il n'y a aucune vision. Quand vous dites après 60 ans d'indépendance et 40 ans de pouvoir sans partage, qu'on n'arrive pas à produire les engrais au Cameroun, je me demande si vous entendez. Lorsque vous vantez la SPH, je me demande si vous entendez lorsque vous le dites. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole qui pendant plus de 40 années a choisi de raffiner un pétrole qui ne venait pas de chez lui. Aujourd'hui, par exemple, la Russie, qui est producteur de pétrole, ne ressent pas les contre-coups de l'inflation au même titre que les autres pays. Parce qu'il est producteur de pétrole. Parce qu'il a adapté son économie aux besoins de son pays. Chez nous, notre économie est complètement inadaptée. On a des problèmes profonds. La guerre en Ukraine ne peut pas justifier, par exemple, que la tomate augmente sur le marché. Que ça y voit. Les Camerounais ne consommaient pas la tomate qui venait de l'Ukraine. Nous avons besoin de vision. On ne peut pas prendre des mesures cosmétiques comme celle-là où le ministre se retrouve en train de créer les miracles et tous ces programmes-là qui n'aident pas notre pays à pouvoir avancer. Si on n'a pas de vision, la situation va aller de mal en pire et je crains. Je crains que nous assistions à un phénomène comme celui de 2000, comme celui de 2008. Le gouvernement doit absolument se ressaisir et comprendre que dans un pays, l'économie commence d'abord par le secteur primaire. C'est l'élevage, c'est l'agriculture. On commence d'abord par nourrir ces populations. Et malheureusement, vous avez échoué. La Hollande, c'est 41 000 km. Le Cameroun, c'est près de 12 fois plus grand que la Hollande. Vous pouvez expliquer que le Cameroun achète ses oignons en Hollande et c'est un pays qui est en dessous du niveau de la mer. Donc, sur le plan écologique, nous avons tout. Il y a un point. Maître Moustapha, sur le plan écologique, nous avons tout ce dont on a besoin pour que notre pays puisse produire, nourrir nos populations et nourrir même les voisins. Je suis d'accord. Vraiment, on a 10 secondes pour terminer. Vraiment 10 secondes. Vous prenez un pays comme le Rwanda, 26 000 km² seulement, moins de 12 millions d'habitants, ils ont pratiquement atteint l'autosuffisance alimentaire. Bien sûr. Donc ça donne de l'espoir pour l'Afrique. Le Botswana aujourd'hui, le coût mondial de l'or était fixé à Anvers, en Belgique comme tout le monde le sait. Aujourd'hui c'est à Gaborone, capitale botswanaise. Donc l'Afrique peut, le Cameroun peut. Il faut qu'on se mette cela en tête. Le constat qu'a fait Pamet Ngwana par Alex est tout à fait pertinent et réel. Maintenant, comment fait-on pour en sortir? Parce qu'en vérité, quand M. Luc Magouantagana se défile sur le boulevard de la mer pour faire ces trucs, en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? On a des contrôleurs de prix. Parce que pour contenir l'inflation, il y a des moyens juridiques, n'est-ce pas, de sévir. Malheureusement, Alex, on n'a plus, s'il vous plaît, on n'a plus de temps. On trouvera. Alex, Lucien Bédima, Alex Guépi, merci. Merci, s'il vous plaît. C'est terminé, Alex Guépi. Alex Guépi, merci. On va mettre la clé sous le paillasson tout en vous remerciant d'être venu à ce programme. Le président, le Raïs, il y a dans les couloirs, il s'échauffe, il doit prendre le relais. Il est très chaud déjà pour prendre le relais juste derrière. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé ce programme. La première diffusion, c'est ce soir, 23h, la seconde demain. Quand il sera 23h30, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition. Merci à toute la grosse équipe technique qui nous a accompagnés. Bien le bonsoir.